Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Les Bleus ont fait leur part du boulot. J'ai envie de dire, ils se sont imposés, les joueurs de Fabien Galtier, 41-28 face au Pays de Galles à cette cinquième journée du tournoi. Ils doivent désormais attendre le résultat d'Irlande-Angleterre. Bien évidemment, vous qui regardez l'émission avec nous, nous allons faire un point très souvent sur le résultat, sur ce qui se passe à Dublin du côté de la Viva Stadium. Avec moi pour cette émission, Nicolas Hugo qui fait sa première, je crois, dans la troisième mi-temps du Middle cette année. Salut Nico. Salut à tous, salut Vincent, oui effectivement c'est ma première. Voilà, et pas la dernière, parce que connaissant tes compétences. Et bien sûr, bon lui c'est pas sa première, il avait fait une petite pause de quelques semaines mais il est là, c'est Yanis Guillou, salut Yanis. Pas ma première ni ma dernière quand même. Voilà. On va essayer d'accompagner un peu Nico, il est un peu stressé, avant l'émission il nous a dit qu'il était stressé, on va essayer d'accompagner. On est ensemble du coup pour débriefer bien évidemment ce match des Bleus, tout en pensant, je l'ai dit, c'est notre fil conducteur de l'émission quand même, cette Irlande-Angleterre. On essaiera de vous faire un point sur le score. Sur votre écran, souvent, vous aurez aussi le score d'Irlande-Angleterre. Messieurs, je l'ai dit, victoire 41-28 des Bleus, 5 essais marqués. Nico, ils ont fait le boulot, ils n'ont plus qu'à attendre maintenant que les Anglais finissent le travail, j'ai envie de dire. Alors j'ai pas vraiment envie de dire qu'ils ont fait le boulot, ils n'ont pas fait le boulot entièrement puisque le score était parfait, on avait 20 points d'avance sur les Gallois et le dernier essai du Pays de Galles nous met un peu dans la panade parce qu'en fait avec ces 20 points d'écart on avait annulé notre retard de points sur l'Irlande. Donc l'Irlande devait à tout prix gagner, même un point de bonus défensif ne suffirait pas aux Irlandais. Bon, on peut penser qu'ils sont favoris et qu'ils vont battre l'Angleterre, mais bon, voilà, on n'a pas mis toutes les chances de notre côté pour gagner le tournoi au terme de ce match. Ce qui donne des regrets un peu, c'est ce quatrième essai gallois. Bon, au-delà du bonus offensif pour les Gallois, qui est anecdotique dans ce tournoi de destination, il y a ce qui peut coûter cher, notamment au niveau du goal average. Oui, voilà, on peut avoir des regrets en fait sur la prestation globale de l'équipe de France après l'essai de Gaël Fickou, qui est magnifique, notamment. On pensait que les Bleus allaient dérouler sans problème et avoir une plus large victoire. Et finalement, on s'est un peu endormi à partir de ce moment-là. Ouais. Et l'écart est moindre. Ouais, et justement, Yanis, il y a eu une heure de jeu complète du 15 de France qui a largement dominé des Gallois qui ne pouvaient pas trop résister face à ces Bleus. On a l'impression qu'il faut enlever les 10 minutes, les 10 minutes du début de match et les 10-20 dernières minutes de la fin qui laissent quand même des regrets au vu du résultat. Ça fait un peu surprendre, je pense, d'entrée les Gallois qui avaient décidé de mettre une grosse pression, qui ont réussi à investir notre camp. Et on a quand même bien résisté en défense sur ces 10 premières minutes. C'est aussi pour ça que les Gallois ont passé beaucoup de temps dans nos 22. Après, oui, dès qu'on a eu le ballon 1 minute, on a marqué direct et on a déroulé sur ces 50 ou 60 premières minutes après les 10 premières minutes. Oui, effectivement, on commence par un 7-0 contre nous après 3 ou 4 pénaltouches, je crois, pour les Gallois. Ça veut dire qu'on a bien défendu. On était à dos du carton jaune aussi. C'est qu'on a résisté, tu vois. On a résisté, on a fait preuve. Finalement, on a été pas très bon en entame sur les sorties de camp, donc on a pris un peu la pression. Mais on prend que 7 points et sur une action, on revient dans le match et puis on est vite à 20-7. Ça veut dire qu'on maîtrise totalement la suite. Mais je suis d'accord avec Nico, c'est que le scénario au final a fait que le match n'était pas ouf, quoi. Enfin, c'est un des matchs où on a le moins vibré de l'équipe de France. Même l'Italie, tu vois. L'Italie, il y avait un petit suspense quand même en fin de match avec le scénario où on a le moins vibré depuis longtemps. Le Japon peut-être. Le Japon à Toulouse, quoi. Je pense qu'on avait oublié qu'il fallait gagner par 20 points d'écart. Je pense que les Français, on a eu beaucoup de déceptions sur les tournois depuis Fabien Galtier. On a fait des deuxièmes places là qu'on a perdu sur le dernier match pour des goal average où on s'était un peu pris la tête à calculer. L'Écosse en 2021. Ouais, avec même le tournoi d'avant. On s'était vraiment pris la tête à calculer et tout ça. Là, ils n'ont pas voulu calculer, mais au final, il nous manque 7 points pour être vraiment bien. Mais vous pensez, messieurs, que c'est naturel quand même un peu de se relâcher, même si on se dit oui qu'il y a le tournoi qui peut encore être gagné, surtout qu'il y a le bonus offensif dans la poche. Est-ce que inconsciemment, tu as au-delà d'un côté la réaction des Gallois qui ne veulent pas non plus en prendre 50 et on s'est posé la question à un moment donné à 50e, 55e avec une équipe sur le terrain, et de l'autre côté les Français qui, tu te relâches un peu, tu loupes quelques plaquages comme Damien Penaud et Thomas Ramos sur le 4e essai, et au final les Gallois ils savent quand même pas mal jouer au rugby, ils te mettent des essais. On est un peu sorti du cadre collectif aussi à partir de cette Fickou. La relance de Ramos. On a vu des
des Français qui, proches des lignes, manquaient de patience. Chacun a voulu aller marquer. Ils voulaient mettre leur essai, quoi. Ils voulaient mettre leur essai. On s'est aussi séparés. On pensait faire des coups gagnants. Et on a fait beaucoup de jeux au pied profond sur des occasions où en fait un temps de jeu de plus aurait pu permettre de marquer. On a manqué de patience. Tout le monde a voulu un peu marquer, on va dire. Effectivement, c'était la fête au Stade de France. Le public était chaud. La victoire a été acquise. Je pense qu'on est un peu sorti du cadre collectif et ça va pas plaire beaucoup au staff, par contre. Ouais. Mais justement, Yanis, après cette magnifique et exceptionnelle victoire en Angleterre, est-ce qu'on n'attend pas un peu trop de ces Français et qu'au final, aujourd'hui, où par exemple tu parles de la relance de Ramos, où forcément ça a notamment fait beaucoup parler de la dépossession, le fait de pouvoir relancer, qu'ils étaient un peu bridés, aujourd'hui ils le font, on s'aperçoit que ça coûte quand même cher, même, et heureusement que c'est dans un match où le score n'est pas serré. Tout est différent, le contexte est différent, c'était compliqué d'attendre le même match que celui contre l'Angleterre. Je dis pas que voilà, le même match c'est quasiment irréalisable. Oui, là, c'est sûr que c'est irréalisable, même au niveau du contexte de l'enjeu, les Gallois qui sont un peu en roue libre, quoi, ils étaient là aussi pour prouver, eux c'était vraiment aussi de l'orgueil, je pense, et c'est ce qui caractérise le début de match, de l'orgueil, puisque tout le monde a dit les Français ont roulé en Angleterre, ils vont rouler sur le Pays de Galles, qui est une génération vieillissante, même les médias du Pays de Galles, si vous avez bien lu ce matin la revue de presse sur Ibirama, disaient que le Pays de Galles était une génération vieillissante, et non, je pense tout simplement qu'il y avait un peu de fierté, après... le match, c'est vraiment le scénario que perso j'attendais. Non, c'est vrai. Le match, au bout d'un moment, il n'a plus aucun sens, quoi. Tu trouvais qu'il avait plus aucun sens ce match c'est un peu dur quand même. Moi je pense qu'après, tu savais comment ça allait finir de toute façon. Oui, on est 20-7 à la mi-temps, on perd des 7-0, on revient à la mi-temps, le score est tranquille déjà, on revient en deuxième mi-temps, on refait à 10 minutes écart, à le bonus offensif. On remet 2 essais, on est à 34-7 je crois. Là, effectivement, il y a eu un relâchement. C'est là qu'on s'est dit en plus, pourquoi il sort pas les cadres carrément, pourquoi on finit pas en roue libre. Aussi, il y avait tu l'as dit, cette petite question du goal average avec l'Irlande là. Je pense que ça, le staff était beaucoup plus au courant que les joueurs. Même si je pense que les joueurs étaient au courant avant le match, mais durant le match, peut-être tu manques un peu de lucidité, tu as la concentration qui disparaît un peu, donc tu oublies. Mais le staff, forcément, lui, savait ce qu'il fallait faire pour encore espérer ou un peu plus espérer. D'ailleurs, on parlait du coaching là, c'est ce qui est souligné dans le catch, notamment par Soifran, qui dit coaching catastrophique de Galtier qui attend les 5 dernières minutes pour faire rentrer la moitié du banc. Et dans le chat, c'est assez d'accord avec lui, notamment que les remplaçants n'ont pas fonctionné tout au long du match. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que ils rentrent dans un contexte particulier aussi, les remplaçants. Quand tu rentres et que le score est fait, c'est plus dur forcément, même si en Angleterre, on avait aussi dit que certains remplaçants n'avaient pas fait beaucoup de différence, mais parce que le score était fait, aujourd'hui c'était un peu pareil. C'est compliqué de rentrer. Quand le score est fait comme ça et que forcément ceux qui ont fait le taf pendant 1 heure, ils commencent un peu à fatiguer et inconsciemment ils relâchent un peu le truc. Donc l'équipe elle est pas tout le temps au diapason, il y a plus un collectif uni comme si c'était un match hyper tendu quoi. Donc effectivement pour les remplaçants c'est pas évident, mais effectivement là on va même pas juger les remplaçants puisque à part la première ligne qui est rentrée à la 55e. Surtout que je comptais y revenir, on y reviendra après parce qu'il y a aussi notamment Melvin Jaminet qui est pas rentré. On se dit que quand tu es joueur professionnel, tu es compétiteur, tu rentres pas dans un match comme ça. Je pense que là par exemple le staff des Bleus avait plus les enjeux de la fin de match dans leur tête parce que il y avait des points donc à assurer. Il y avait ces 20 points d'écart là qu'on tenait qui étaient parfaits pour l'équipe de France. Je pense qu'ils avaient aussi un peu dans le coin de la tête que Thomas Ramos pouvait égaler ou battre Johnny Wilkinson sur un tournoi en nombre de points. Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont laissé sur le terrain. Je vois que cette explication pour ne pas avoir fait rentrer Melvin Jaminet. Aujourd'hui, peut-être que... Alors c'était facile, il suffisait de remplacer un Tamag, mettre Ramos en 10 aussi. Et bon, en tout cas, le staff a laissé les joueurs sur le terrain. Là, à ce moment-là, c'est comme il y a 2 ans contre l'Écosse, on s'est laissé distraire par plein de facteurs extérieurs, plein de le truc du record, le truc de le goal average et tout, au lieu de se concentrer sur le match en lui-même et de gagner les Gallois, quoi. Oui, bon, on les a battus. On les a battus, mais en fin de match, on se prend 2 essais inutiles, quoi. D'ailleurs, c'est le moment, parce que ça fait 10 minutes de jeu apparemment que ça joue en Irlande, et l'Angleterre a ouvert le score 3-0. Alors pour l'instant, je suppose qu'il y en a beaucoup peut-être qui nous écoutent tout en regardant le match. Pour faire un exemple de ce qui s'est passé en fin de match face au Pays de Galles, là avec ce 3-0 là, la France gagnait le tournoi. Voilà. Là, en fait, en prenant cet essai à la dernière minute, l'Irlande gagne toujours le tournoi avec ce 3-0. Déjà, si jamais parce qu'on va essayer d'être le plus précis possible à ce niveau-là, comme ça on va classer un peu l'affaire. Il y a un papier qu'on a publié sur Ubirama il y a peu, que vous pouvez aller lire et qui est très clair et vous comprendrez facilement. L'Irlande, pour perdre le tournoi, ou je vais dire pour que la France gagne le tournoi, il faut que les Anglais gagnent de 7 points ou plus.
Alors si c'est 8 points, au moins ce sera réglé. Et en fait, du coup, 7 points, la France gagnerait le tournoi. T'es d'accord avec moi? Tu plisses les yeux un peu. Ah, il est parti trop loin là. J'ai un doute sur s'ils perdent avec bonus. C'est au niveau des essais. Mais non, s'ils perdent défensif. avec bonus offensif Et défensif de 7 alors, points, ils gagnent. Oui, voilà, mais le Donc, bonus ils ont offensif, deux dans la points. mesure ça se où. joue à un point ou deux là. Voilà. Enfin, s'ils perdent, Donc, ils gagnent. Et s'ils perdent, ils gagnent le tournoi. Pour résumer, il va pas falloir manquer de prières pendant tout le match. C'est beaucoup de calculs là. Oui, beaucoup de calculs, mais on se pose des questions, comme l'a dit Nico, parce qu'il y a des essais peut-être trop faciles qui ont été encaissés par les Français. Ça laisse un peu de regret, mais bon. Je pense que dans une heure, on n'aura plus de regrets, mais là pour l'instant, sur le coup, on se dit quand même, il y avait 20 points d'écart, il fallait garder ce score-là. Oui. Il fallait que toute l'équipe soit mobilisée pour garder cette avance. Oui. Et on fait 20 dernières minutes. Pas au niveau de. Qui sont décevantes par rapport à ce qu'on avait vu en Angleterre et sur une heure face au Pays de Galles. C'est ça qui est décevant en fait, parce qu'on voulait finir le tournoi un peu sur une bonne note, on avait besoin d'une dynamique positive. C'est la Coupe du Monde après. Oui, oui. C'est pas la fatigue qui joue. J'ai vu les joueurs pas forcément faire un tour de terrain avec un grand sourire, quoi. Alors qu'on on aurait pu espérer avec une victoire de 20 points ou plus voir des joueurs contents de ce qu'ils avaient fait. Et là, ça n'avait pas l'air d'être le cas, quoi. C'est pas la fatigue aussi, c'est le manque de lucidité de fin de tournoi. Le tournoi est fini, c'est le dernier match, les dernières minutes du tournoi. Forcément, tu sors un peu du plan de jeu, t'es moins abouti dans ce que tu fais, t'es moins. Peut-être les joueurs nous le diront en conférence de presse, mais ça je vois pas. Tu vois, en Angleterre, il y a pas eu, c'est pas le même contexte, mais il n'y a pas eu de relâchement. Au contraire, ça a continué. C'est pareil, tout est une histoire de contexte. Et pourquoi? Je veux dire, en Angleterre, le score est large, les Anglais n'ont plus rien à jouer. Tu sais que tu as le bonus offensif, ça a continué à jouer. Là, les Gallois n'avaient plus rien à jouer, tu as le bonus offensif et tu as arrêté de jouer. Pour moi, le contexte n'est pas forcément différent à l'heure de jeu, sauf qu'à la fin, tu as pris 3 essais. Et d'ailleurs, c'est la première fois depuis l'arrivée de Fabien Galtier que la France encaisse 4 essais au Stade de France. Donc voilà, c'est peut-être contre l'équipe qu'on attendait le moins, mais voilà, ces Gallois, Après, on nous dit qu'on est quand même dur parce que on marque 40 points, quoi. Ah ben c'est sûr. Alors, non, mais c'est pour ça que moi je suis pas dur, c'est juste points contre le Pays de Galles. C'est juste que voilà, aujourd'hui, est-ce que l'équipe de France est devenue une sélection où quand tu as un match comme ça où tu mets 40 points mais tu en prends 28, t'es plus déçu? Je sais pas si tu es d'accord. Non, mais cette déception, ça prouve quelque chose. Oui, c'est que c'est des champions et que effectivement, ils ont passé de 40 points au Pays de Galles et qui sont pas satisfaits. Donc c'est quand même, c'est presque une bonne nouvelle. Il y a des fois, tout le monde aurait sauté de joie. Oui, il y a 5-6 ans, on aurait signé avant le match. Meilleur attaque du tournoi quand même. Victor Boniface, oui. On attend quand même. Voilà, pour l'instant. Oui. Bon, on a confiance aux Anglais. Attends. Les Anglais, on les a vus la semaine dernière, ça va. On a de quoi être rassurés. Bon, messieurs, parce qu'on est peut-être dur, mais on sera peut-être moins dur envers les joueurs, parce que bien sûr, ça va être le moment où la deuxième partie, on va s'appuyer sur les notes, notamment de nos collègues qui étaient dans la tribune de presse du Stade de France ce samedi après-midi, avec les notes des Bleus. Alors voilà, Yanis est en train de les chercher parce que il sait que c'est son boulot de nous dire les notes. Et tu sais, moi je suis le mec qui prépare tout au dernier moment parce que c'est plus. Je vais faire sur. Alors. Ça arrive. Je commence du 15 au 1. Comme tu veux. Thomas Ramos qui obtient la note de 6,5 sur 10, qui était homme du match contre l'Angleterre. J'ai pas vu qui était l'homme du match là. C'est Romain Tamac qui a été l'homme du match. Romain Tamac qui a été élu. Donc 6,5 sur 10 pour Thomas Ramos, Damien Penaud 6 sur 10, Gaël Ficou 6,5 sur 10, tout comme Jonathan Danty, la paire de centre, Ethan Dumortier 5,5 sur 10, je crois qu'il s'agit de la plus mauvaise note si je ne m'abuse, Romain Tamac et Antoine Dupont qui obtiennent la note de 8 sur 10, les meilleures notes. Charles Olivon 6,5 sur 10, Grégory Aldrit 6,5 sur 10, François Cross 7 sur 10, Romain Théophenois 6,5 sur 10, Thibaut Flamand 5,5 sur 10, donc tu vois en final Thibaut Flamand comme Ethan Dumortier, Winnie Antonio 7,5 sur 10, Julien Marchand 7 sur 10 et Cyril Bay aussi 7 sur 10. Voilà, donc 7 sur 10 pour Cyril Bay. Bien évidemment, vous avez l'habitude, alors que voilà, je suis obligé de faire un point souvent. L'Angleterre 6-0 pour l'Angleterre. On commence à y croire. Désormais avec une deuxième pénalité d'Owen Farrell, qui titulaire en numéro 10 ce samedi soir à Dublin. On va s'arrêter, messieurs, ça va être simple, avec le numéro 1 de l'équipe de France, Cyril Bay. Donc 7 sur 10, Nico et Yanis. J'ai envie de dire, Cyril Bay, c'est le joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, notamment en Angleterre ou après le match contre l'Écosse, moins que d'habitude, moins que la saison dernière, notamment lors du Grand Chelem. Mais aujourd'hui, Cyril Bay, notamment en première mi-temps, 6 courses, 8 plaquages, aucun manqué, et notamment des courses tranchantes. Ça m'a marqué quand même parce que c'était le vrai Cyril Bay. Et aujourd'hui, Nico, il a tenu son rang
pour prouver quand même que beaucoup de monde le dit que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pilier gauche du monde, le pilier du Stade Toulousain. Ouais, bien sûr, et puis tu oublies un truc, la mêlée française c'est très bien comporté. Ah oui, surtout, non mais surtout. Mais Cyril Baye, contrairement à peut-être qu'il va vexer les plus anciens, c'est de loin, c'est pas que la mêlée aujourd'hui. Cyril Baye, c'est les passes après contact. Il offre une continuité dans le jeu, des avants, il permet d'avancer rapidement derrière les rugs puisqu'il ramasse souvent le ballon, ou il vient souvent gagner, le mettre en plus, percuter la défense. Et il passe aussi des fois le ballon après contact ou en pivot, donc c'est très important. Il a raté un pivot là, je crois quand même en première mi-temps. Oui, surtout. Oui. Ou presque, ça m'a fait rire parce qu'il grondait presque Gaël Ficou. Voilà, c'est rare, mais il grondait presque Gaël Ficou. Peut-être qu'il y a eu problème de compréhension. Un petit problème de communication. Ouais. Et, non, mais Cyril Baye, très bon match. Mais vraiment, en plus, il bénéficie du fait que c'est un pilier et qu'il est sorti tôt en deuxième mi-temps, donc il est là quand l'équipe de France allait bien. Oui. Peut-être aussi un lien de cause à effet. Mais effectivement, il a fait une première mi-temps plus qu'intéressante. Il mérite totalement sa note de 7 sur 10. Ouais. Il y a un truc aussi, c'est que c'est un pilier qu'on voit. Contrairement à d'autres piliers, genre la semaine dernière, Dorian Aldeguerri, tu vois, qui a fait quand même un gros match, notamment en mêlée, mais que dans le jeu courant, on voit pas trop. Mais c'est un mec qui soutient des rocks, tout ça. Cyril Baye, il a ce truc d'attirer les ballons, d'être au bon endroit, bien placé, et surtout d'avancer au contact, quoi. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment peut-être qu'on n'avait pas vu Cyril Baye aussi punchy dans ses prises de balles et qui a avancé tout le temps, quoi. Ouais, en fait, le gros avantage de Cyril Baye, c'est le pilier moderne, mais qui est aussi costaud à mêlée, parce que tu vois, typiquement la semaine dernière, Ellis Genge, qui est un pilier hyper moderne, le pilier gauche anglais, mais il s'est quand même fait tordre à mêlée par Dorian Aldeguerri, comme tu dis, qui est un peu plus besogneux, mais qui fait le boulot qu'il faut. Ça dépend des matchs pour Ellis Genge, je dois le défendre un peu, mais on se rappelle que l'année dernière, il a tordu Tad Furlong à mêlée quand même. Ah, mais tu peux, mais je veux dire, Cyril Baye, aujourd'hui, c'était ça, et c'est toute la première ligne, parce que justement, quand tu dis qu'il y a des piliers qui brillent moins, Winnie Antonio fait un peu partie de ces piliers un peu moins en vue dans le jeu. Et aujourd'hui, le pilier droit Rochelet, premier essai à 50e sélection. Et lui qui revenait de suspension, lui aussi quand même est plus. On a l'impression que lui a plus dominé que le côté de Cyril Baye. Aujourd'hui, le Rochelet aussi a fait le boulot et a pu sortir tranquillement. Il est sorti en même temps que Cyril Baye, d'ailleurs, remplacé par Falatea. Mais aujourd'hui, peut-être que le petit repos de sa suspension, il a fait du bien, quoi. Ouais, il avait du gaz, clairement. Il avait touché beaucoup de ballons, j'ai trouvé, par rapport à d'habitude. Il est allé marquer son petit essai. Là. On a eu un peu peur, là, mais finalement. Il aurait pu décaler un peu, mais bon. Après, on avait peu d'espoir pour l'ailier gallois, quand même. Il a eu raison, mais après, moi aussi, en équipe de France, il faut trouver une alchimie, quoi. S'il y en a un qui touche beaucoup le ballon en première ligne, il en faut un qui fasse un peu plus les tâches ingrates. Donc, je pense que Winnie Antonio, ça ne le dérange pas. Après, quand il a le ballon, il pèse quand même sur les défenses. Et puis, même pour aller faire des soutiens, pour déblayer, et quand il met son poids physique dans l'affrontement, ça reste toujours une valeur sûre, quoi. Ça, c'est un équilibre qu'on a beaucoup en troisième ligne pour le coup. Le fait d'avoir un homme de l'ombre et deux mecs qu'on voit beaucoup, c'est un équilibre. Avec François Cross là, qui est dans ce rôle et qui remplace pas. C'est ce dont parle le chat, justement, François Cross pour le coup. Oui, François Cross qui est un peu plus. Pour eux, c'est la note qui aurait dû être la meilleure. Ouais, ok. Bon, mais oui, François Cross, quand même, j'ai noté 18 plaquages quand même. Un seul manqué, bon, 18 plaquages, François Cross, c'est pas trop mal. Dans un match où tu te dis, bon. Tout le monde les fait pas, Nico les fait peut-être, mais nous. Je les faisais. Quand je me chauffe les épaules. Ah, t'as Acromio Ouais, un petit peu. Ah, d'accord. Non, mais alors que là, on va le dire, mais il y a pénalité pour l'Irlande, donc 6-3 toujours pour l'Angleterre. Et toujours l'Irlande d'ailleurs pour l'instant qui gagne ce tournoi 2023. Non, mais il y a aussi William Antonio était de retour dans le 15 de départ, c'était un des deux gros enseignements de ce 15 de départ. Derrière, il y avait Romain Tauffe-Fénois avec le numéro 5 qui profitait entre guillemets, bon bien sûr le malheur des uns et le bonheur des autres, le forfait de Paul Willemse touché à la cuisse a entraîné la titularisation du Lyonnais. Qu'est-ce que, de manière un peu large, qu'est-ce que tu as pensé toi Nico de ce match Romain Tauffe-Fénois qui comme beaucoup d'autres n'a pas surclassé les Gallois, mais n'a pas forcément déçu ou commis de grosses erreurs. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il était un petit peu en dents de scie dans le match, quoi. Il a fait des très bonnes périodes avec des très bons contests. On l'a vu notamment obtenir, je crois, la première pénalité galloise, c'est lui qui va la chercher. Un grattage. Un grattage, ouais. Donc il a eu des très bonnes séquences et après un petit peu moins bien aussi dans le déplacement. Mais bon, effectivement, il n'a pas l'habitude de jouer autant au niveau international. Donc il est habitué à faire 25, 30, 35 minutes. Là, il en a fait. Il a joué 60 minutes. Il a été remplacé à l'heure de jeu par Bastien Chalureau. Ouais, c'est le double de ce qu'il fait d'habitude. Donc c'était évident qu'il n'allait pas être constant sur ces 60 minutes-là. Donc non, moi je l'ai trouvé qu'il a été dans ce qu'il faisait sur les dernières sorties quand il a eu du gaz, quoi.
Ouais. Yanis aussi fait remettre Après, au c'est final. de la réadaptation de momentum de match, puisque lui, il a l'habitude de rentrer sur des défenses fatiguées, d'apporter avec son physique beaucoup d'incité et d'avancer. Là, c'est peut-être un peu plus différent face à des défenses fraîches et des épaules fraîches, quoi. Ouais. Mais non, après, plutôt, moi, je trouvais bonne activité. Bah, On l'a vu, quoi. En tout cas, il n'a pas perdu de crédit, on va dire. Il s'est pas raté non plus en même temps finnois. Ah non, il n'a pas perdu de crédit. Mais son 6,5, il le mérite amplement. Il est quand même bien au-dessus de la moyenne. Il a fait un bon match. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si Paul Willemse avait fait son match, on aurait dit quelque chose de particulier sur Paul Willemse? Bah après, ça c'est toujours pareil. Tu vois, aujourd'hui, typiquement, tu prends l'exemple. Aujourd'hui, on a beaucoup moins parlé de Thibaut Flamand, logiquement. 14 plaquages, 0 manqué. Alors oui, il n'a pas mis un doublé Thibaut Flamand, mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, tu en attends beaucoup plus de Thibaut Flamand que lors de la première journée en Italie, où tu te disais c'est le remplaçant de Cameron Wauquiez. Aujourd'hui, on va pas trop s'avancer, mais on a envie de dire le numéro 4 de l'équipe de France, c'est Thibaut Flamand. Forcément, après, Paul Willemse, tu en attends plus que Romain Tauffunois. Je sais pas si c'est d'accord Nico, mais c'est toujours pareil. Tu n'en attends pas forcément pareil de... On les attend pas dans le même rôle. Voilà, dans le même rôle. C'est défini. Paul Willemse commence et il amène sa puissance. Paul Willemse, c'est phénoménal et il a une grosse activité. Je pense qu'ils sont pas tout à fait tous les deux dans le même registre, quoi, dans le déplacement notamment, dans la vitesse de course de déplacement. Mais bon, Taofi Finois, je le trouvais très bon. C'est sûr que par moment, pendant 3 minutes, on se dit il court un peu moins vite, mais bon, c'est normal, il doit retrouver un peu d'air. Il y a de la carlingue à transporter là quand même. Oui, ça c'est sûr. Moi je vais te mettre 6 packs d'eau en plus sur le dos et tu vas te déplacer sur le terrain. Non, le chat est d'accord en tout cas avec toi. Il trouve que Théo Fenois fait un plutôt bon match et ils ont été déçus de l'entrée de Bastien Chalureau pour le coup. Qui a failli croquer. Parce que 6 packs d'eau de plus sur mon dos de Romain Tauffunois, mais 6 entraînements de plus par semaine aussi pour Tauffunois par rapport à moi. Donc j'espère. Ne le prends pas mal. Non, mais non, il fait tout pour les porter. Je lui souhaite. En tout cas, non, c'est vrai que Romain Tauffunois a fait le match qu'il fallait. Il n'a pas surclassé, mais voilà. Un bon match. Oh, sérieux, on est tous d'accord. Oui, sérieux. Ok. On va pas s'arrêter. Alors, on s'arrêtera peut-être plus tard sur la 3e ligne. Avec Grégory Aldrit notamment qui nous a fait une petite frayeur, touché à la pommette, qui a failli sortir rapidement, qui au final a pu tenir sa place, donc tant mieux pour le rejeter. On n'a pas l'impression qu'il est blessé et peut-être qu'il pourra jouer avec son club la semaine prochaine en top 14. Mais ça a été aussi les meilleures notes. 8 sur 10 à Antoine Dupont et Romain Tamac. Je parle bien évidemment de la charnière. Parce que lui aussi, alors Romain Tamac s'est affiché sur votre écran, on va s'arrêter sur lui en premier. Romain Tamac, on a toujours peut-être reproché sa sobriété dans ce tournoi, même s'il le faisait très bien. Aujourd'hui, il y a cette première percée lors du premier essai français qui a tout déclenché. Le Toulousain quand même a fait un énorme match et a guidé la barque française de la plus belle des manières, j'ai envie de dire. Ce 8 sur 10, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Oui, il a été très bon dans la gestion du jeu et comme tu le dis, il a su prendre en main une équipe de France là, quand on ne savait pas trop si on allait s'en sortir de ce début du match. Là, il trouvait une ouverture parce qu'il sait faire ça en fait, mais je pense qu'on ne lui demande pas forcément de le faire tout le temps. C'est pas le but de l'équipe de France d'attaquer sa zone avec lui. Donc il passe un peu les plats, comme on dit, bien. Il le fait bien. Et là, il a pris l'initiative, ça s'est ouvert et on voit que quand même c'est un super joueur de rugby. Quand même. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Yanis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de notamment ses percées sur le premier essai, où il fait tout le boulot, c'est vrai, c'est que c'est aussi ça qui fait l'alchimie entre les deux. Dès qu'il veut le ballon, Dupont il le voit direct et il l'amène. Il y a plusieurs moments où c'est de Dinty et c'est de. Alors c'est pas Ficou, c'est le Penaud je crois, où on se dit ils vont encore repartir avec les gros et au final très vite on repart derrière avec Ntamak qui sait exactement où ça va jouer et on va au bout. C'est aussi ça, le truc c'est qu'on l'a trouvé très vite. Il a su se rendre disponible très vite, il a su organiser sa ligne arrière très vite. Et c'est quelque chose qui pour un ouvreur est primordial et faut donner du crédit à Romain Tamac sur ça. Et, beaucoup plus qu'en Angleterre, où en Angleterre il a été beaucoup supplé par Thomas Ramos, dans ce rôle de premier attaquant derrière Antoine Dupont. C'était Thomas Ramos, on avait beaucoup vu qui venait dans la ligne. Et là, oui, aujourd'hui, ça a été souvent Romain Tamac qui a toujours pris le jeu à son compte, quoi.
Peut-être que c'était aussi. Sauf sur, je crois, l'essai d'Antonio, c'est Thomas Ramos qui vient jouer 10. Oui. Après, c'est vrai qu'on l'a déjà dit des dizaines de fois, mais ces automatismes qui existent entre Antoine Dupont, Romain Tamac et du coup maintenant. Ou même Ramos. Oui. Voilà, et maintenant, vu qu'il est titulaire indiscutable, Thomas Ramos, le fait de s'entraîner toutes les semaines ensemble, que ce soit à Toulouse ou en équipe de France, c'est un énorme avantage sur la scène internationale. On joue comme un 5-8e avec Ramos. C'est pas un 5-8e à sens propre, puisque Ramos c'est un deuxième est arrière et il n'est pas centre, mais c'est comme un 5-8e. Non, il vient un deuxième 10, mais Romain Tamac, surtout, la gestuelle parfaite tout le temps, c'est assez incroyable. Hein, sur les 7 Ficou. Là, Ficou peut le remercier, quoi. Parce que... il va jamais trop loin, en fait. C'est ça, parce que c'est là aussi, il ne faut pas rentrer dans le cliché. Quand on dit sobriété, il y a des joueurs qui sont sobres parce qu'ils ne font pas un bon match et on ne les voit pas. Romain Tamac, un demi d'ouverture, quand on ne le voit pas, ça peut aussi être une bonne chose, c'est qu'il n'a pas fait de bêtises, il n'a pas fait un coup de pied directement en touche, il n'a pas rendu un ballon je suis pas forcément fan de ça. Pour moi, un demi d'ouverture, c'est fait pour être vu aussi sur les séquences offensives. Oui, mais là, on l'a vu aujourd'hui, typiquement. Voilà, oui, aujourd'hui. Donc, il mérite complètement sa note de 8. Et pour moi, c'est un reproche qu'on pouvait lui faire, justement, d'être trop sobre, d'être trop dans le retrait, pas assez dans l'action. Et si c'est un Romain Tamac comme ça, il est exceptionnel, quoi. Et c'est peut-être que aussi Fabien Galtier lui a dit bon, c'est le Pays de Galles, prend peut-être un peu plus de liberté, quoi. Oui, ou alors il y a eu l'espace, mais tu vois, typiquement, pour rebondir sur ce que tu dis, la relance de Ramos, dont on parlera un peu plus tard, qui amène le troisième essai gallois. C'est Tamac qui fait la passe. La passe, peut-être de. Alors, peut-être qu'il est obligé. Là, c'est pas du tout. Faut pas le mettre sur le dos de Thomas Ramos. Là, là, le ballon, il est dans l'embut. Ah non, mais je dis pas, voilà, Tamac qui a qu'à aplatir, on fait un renvoi. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que. Après, on mène largement. Je suis pas persuadé, c'est pas lui qui la rentre, c'est pas Mélia 5 je pense pas. Je pense pas, elle est dans l'embut, je pense déjà. Mais après, on peut pas lui reprocher non plus, parce que qu'est-ce qu'il aurait dû faire contre la Nouvelle-Zélande, ça veut dire. Mais ça, oui. Donc, bon, il faut tenter un coup, il l'a tenté. Thomas Ramos arrive quand même à sortir de 15 mètres dans son embut. Est-ce qu'il doit pas taper dès qu'il est sorti de l'embut après. Parce qu'il s'extirpe un peu pour venir être rattrapé. Le premier, là, tu dois le voir arriver de partout. Je sais pas. Ce sont des relances comme ils ont fait des dizaines de fois en top 14. Voilà, bon, cette fois-ci, ça n'a pas marché, fonctionné. Bon, on va pas leur en tenir énormément rigueur, même si à la fin, c'est 7 points pour les Gallois qui, on l'a dit en début d'émission, peuvent compter lors de ce match entre l'Irlande et l'Angleterre et peut-être un peu plus loin. Mais c'est pas grave. Antoine Dupont, énorme, classique, un des meilleurs joueurs du match. Bon, Antoine Dupont, meilleur joueur du monde, même si c'est Josh Van Der Flier dans les faits. Classiquement énorme. Voilà. Classiquement énorme. Voilà, 8 sur 10. Un match parfait, quoi. Comme d'habitude, il a été monstrueux, quoi. Je veux dire, la vitesse qu'il a mis derrière le paquet d'avant, les intervalles qu'il trouve. Il se fait reprendre une fois, là, ça doit faire encore. Franchement, je suis surpris de Dan Bigard. Parce que le coup de rein de Antoine Dupont qui part comme ça, on le connaît, il y a peu de joueurs qui le rattrapent. Et Dan Bigard, il s'y est filé là, il a dit. Franchement, il faut l'accrocher le maillot. Et puis après, bon, il y a la passe loupée. Ou la passe qui est pas très bonne pour Damien Penaud, mais provoquée par le plaquage de Bigard, parce que là si Dupont y part, c'est 2 contre 1 avec Penaud, et Penaud c'est pas un doublé, je pense que c'est un triplé facile. Non, mais Antoine Dupont, aujourd'hui, on en a parlé aussi, derrière un pack quand même qui a dominé, autant en mêlée, et puis qui a toujours avancé avec Cyril Bay ou Ignateneux qui ont eu des libérations rapides. Bon, mais à ce moment-là, déjà que Antoine Dupont il n'a pas besoin de ça pour marcher sur les autres. Bon, mais là c'était Je pense que ça a été son match le plus facile du tournoi. Là. Il n'a jamais été ennuyé derrière et il a été tranquille. Hein. C'est sûr, quand t'as pas de gros qui sont derrière toi tout le temps, comme l'a été déjà un peu Maroui Todje, même au tout début la semaine dernière, au final, le Dupont, il voit des espaces, il s'engouffre direct. Quoi. Et puis surtout, il a la liberté d'envoyer du jeu pleinement, de diriger, de placer ses gros et de tout commander sur le terrain, quoi. 75 minutes. Alors est-ce que ça aussi c'est une question parce qu'on parlait des remplacements. C'est évidemment trop. Est-ce qu'on peut se dire fallait le sortir plus tôt, ou est-ce qu'on peut aussi se dire c'est pas de l'égoïsme mais il n'y a plus de match de l'équipe de France après, donc est-ce que Fabien Galtier doit composer avec dans l'esprit le Stade Toulousain, le club d'Antoine Dupont? Je pense que c'est assez subjectif. Vous peut-être que vous ne serez pas d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Est-ce qu'il fallait le sortir plus tôt? 75 minutes dans un match comme ça où le bonus offensif est assuré mais où tu maîtrises pas grand-chose à partir de l'heure de jeu?
Moi, c'est pas pour le Stade Toulousain que je parle, mais c'est pour Maxime. Pour la suite. Pour Maxime Lucu. Oui, aussi. Ça peut être vu comme ça. Il faut gérer tout un effectif. Voilà, on gagne de 20 points. On peut faire reposer Antoine Dupont 20 minutes. L'année dernière, face à l'Irlande, Maxime Lucu, il est rentré 20 minutes alors que le match était accroché et on a gagné. Donc, on a l'impression qu'on ne va pas le faire jouer. Là. Donc, non, mais tu penses que c'est pire pour Maxime Lucu que pour le physique d'Antoine Dupont ou le risque de blessure d'Antoine Dupont d'être sur le terrain dans un match comme ça? Le risque mentalement de blessure, il existe toujours. Antoine Dupont, je pense que d'ici la Coupe du Monde, il va jouer 20 matchs. Quoi, il en reste 6 de top 14, peut-être 9. Plus peut-être 5 ou 6 de Coupe d'Europe, ou 4, hein. 4, ça fait 10 matchs. Bon. Il peut se blesser sur 10 matchs. On suppose qu'il va les jouer, ces 10 matchs qui restent avec le Stade Toulousain. Peut-être qu'il va être au repos la semaine prochaine et peut-être une autre fois sur un match de phase régulière. Mais après, il lui reste que des matchs décisifs à jouer. On attaque la phase finale de Coupe d'Europe dans 15 jours. Donc, non, pour la blessure, je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Mais en revanche, pour manager ton groupe, pour dire à Maxime Lucu qu'on compte sur lui et pas qu'une minute quand il va vraiment être cramé, ça aurait été bien de le faire jouer un peu plus. Ouais. T'es d'accord, toi qui suis le... Je pense le contraire, moi. Je pense que Maxime Lucu, il a accepté son rôle et que de toute façon, il sait qu'il se contentera des miettes contre Antoine Dupont et je pense que, c'est malheureux de dire ça, c'est un compétiteur, Maxime Lucu, et c'est un très bon joueur, mais je pense qu'il est déjà content d'être là. Tout simplement, d'être parmi cette équipe. Ah non, mais c'est pas une question de flatter l'ego de Maxime Lucu ou pas. Je te dis juste qu'il y a des matchs. Si c'est pour le rassurer. Oui, mais te rassurer toi aussi, parce que t'es pas à l'abri. L'année dernière, voilà, face à l'Irlande, il était bien pris. Et Antoine Dupont, il est sorti 20 minutes avant la fin parce qu'il fallait changer, il fallait trouver une autre solution. Ça peut arriver aussi qu'il soit. Mais là, sur un match comme ça, où c'était plié à la 50e, je voyais pas l'intérêt de laisser Dupont sur le terrain. Et pour moi, tu disais. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne voyait pas l'intérêt de laisser Dupont, mais par rapport à Dupont. Par le prisme de Dupont, pas par rapport au fait de faire jouer plus Lucu. Je pense que c'est ce que tu... Ça. Oui, moi je voyais pas... Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où c'est pas pour Lucu, moi c'est pour les blessures. Puisque vraiment, tu dis, ok, il reste 10 matchs à jouer, il peut se blesser. D'accord, mais au moins qu'il se blesse en ayant joué un match utile, quoi. Je préfère qu'il se blesse en ayant joué la finale top 14 avec Toulouse, en ayant tout donné, qu'il se blesse en ayant joué contre le Pays de Galles, alors qu'il y avait 45 pions, il y a 41, je sais plus combien là. Ça, on va toucher du bois quand même, parce qu'on parle beaucoup d'une blessure. On va quand même toucher du bois. Oui, alors bien sûr, le mieux c'est qu'il se pète pas du tout. Oui, mais pour moi, c'est des moments inutiles qui. Je me fais agresser. Il y a Nico qui descend de plus en plus. Alors, un problème sur le siège. J'ai entendu un bruit, je vois Nico qui... Non, mais je préfère qu'il se blesse au moins utilement, je vais dire, plutôt que match contre le Pays de Galles où il n'y a plus aucun enjeu et on s'en fout, quoi. Et donc le truc de Lucu, c'est du bonus. Non, mais ça aussi pour faire jouer Maxime Lucu. Le fait de jouer... je trouve ça plus dur pour le Melvin Jaminet que pour Maxime Lucu. Oui, mais le fait de faire beaucoup jouer Maxime Lucu, ça peut aussi servir si jamais, malheureusement, où tu veux mettre un peu au repos sur un match, peut-être un match de préparation à Antoine Dupont, le fait que Maxime Lucu ait quand même des automatismes avec les joueurs avec qui il peut jouer en sélection. Il s'entraîne tout le temps avec. Oui, mais j'ai envie de te dire, alors vous allez me dire le contexte c'est différent. Lucu, à chaque fois qu'il a été titulaire en équipe d'Europe, notamment contre le Japon, il a quand même pas toujours donné satisfaction. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais... T'es un peu dur sur le Japon. Je suis dur sur le Japon, tu penses? Ouais. Ça dépend quel match du Japon. Non, cet été sur novembre. Été et novembre. Celui de Toulouse. Non, mais oui. Bon, moi, c'est plutôt cet été, mais c'est plus qu'aussi t'avançais derrière un pack qui avançait pas. Oui. Bon, ça, là, c'est difficile pour un demi-mêlée, quel qu'il soit, même si Kouyu aussi a... Le Japon aussi correspond plus à un style de jeu à la Kouyu qu'à la Lucu. Le Lucu contre l'Irlande, tu vois, c'est parfait. Oui, pour maîtriser la rencontre. Amener sa longueur de jeu au pied, amener dans l'occupation et être calme, quoi, dans l'intelligence de jeu. Contre le Japon, où les Japonais aiment bien développer du jeu, et il y a des espaces plutôt derrière, Kouyu est forcément plus intéressant. Donc tu vois, ça aussi, le contexte du match est important. Et là, contre le Pays de Galles... je sais pas, ça... On pouvait le faire jouer 25 minutes sans problème. Ce sera ça me dérange plus pour Jaminet Ramos que pour Lucu Dupont, en fait. Non, ça c'est sûr. On va y revenir à Jaminet qui n'est pas eu tout rentré. Au final, voilà, Lucu a joué 5 minutes. Et aussi un petit mot pour la suite, parce qu'on va dire à l'oreiller de Baptiste, la conférence de presse aura lieu à la mi-temps d'Irlande-Angleterre.
Donc pour vous dire à quel point ils sont dans le vestiaire comme ça là, que les joueurs gardent un œil bien sur Irlande-Angleterre. Il y a toujours 6-3 pour les Anglais. Donc on ne se dirige pas non plus vers un bonus offensif pour les Irlandais vu que le match n'a pas l'air très enlevé. Bonne grosse purge en Irlande, on nous dit. Il y a quand même les Irlandais, ils sont quand même bien. Ils sont allés une fois devant la ligne, ils sont quand même bien dans le match. Ils sont dominateurs, Nico, qui garde un œil sur le match. Il a tous les talents. D'un œil, je les vois quand même souvent se rapprocher de la ligne anglaise. On est plus proche du 6-6 que du 9-3, quoi. Du premier essai irlandais. Mais bon, c'est pas grave, on va garder espoir. Pour finir sur Dupont, il y a Xavi qui nous dit sinon le stade conserve son avance, ils pourront faire tourner sur les 3 derniers matchs. Comme si j'aurais que 7 matchs. Non, mais ce serait logique. Voilà, on sait que déjà cette saison, et Jérémy Fada, celui qui suit le Stade Toulousain, l'a déjà dit, il est plus préservé que les saisons précédentes. Il a eu plus de vacances que d'autres joueurs. Donc voilà, on se dit Antoine Dupont, forcément, c'est le joyau du rugby français, mais aussi du Stade Toulousain. Là, parce que là, s'il y a le calendrier chargé, plus Coupe d'Europe, plus 14. Il n'y a plus de vacances obligatoires pour les clubs. Parce que les 2 semaines qu'ils ont eu, la semaine de pause qu'ils ont eu entre l'Écosse et l'Angleterre, il y a une semaine qui a compté comme une semaine de vacances pour les joueurs. Alors qu'ils étaient protégés. Du coup, ça rentre dans les vacances obligatoires. Quand même avoir des repos. Ah oui, non, mais ça, je suppose. Des repos décidés par le staff. Je pense que Dupont, il demande un mercredi, là. Il y a eu un essai d'Irlande, quand même. Et c'est l'Irlande. Oui. Aïe. Bon, mais là. Essai irlandais. Essai irlandais de. Alors on attend le chat que vous disiez quel joueur a marqué, mais bon, essai irlandais, donc du coup les Irlandais qui prennent le dessus. Qui a fait une percée phénoménale sur 20 mètres. Dan Sheehan. Voilà, bon, mais Dan Sheehan de retour qui marque, et l'Irlande qui prend le dessus 8-6, et peut-être 10-6 avec la transformation de Jonathan Sexton, je suppose. Bon voilà, on se dirige, malheureusement il fallait un peu s'attendre. On est en plein d'œil là, on va pas faire des... Voilà, c'est pas fini encore pour les Anglais. On a confiance aux Anglais. On n'a jamais été autant de supporters des Anglais. Franchement, en une semaine, on est passé d'un extrême à l'autre, mais bon, c'est pas grave. Messieurs, on va clôturer un peu ce sujet charnière qui nous a beaucoup réagi, notamment pour les mêlée. C'est le sujet charnière de l'émission. Voilà, le sujet charnière de l'émission. Très bien joué, Yanis. Non, mais passer du coup dans la ligne arrière et un petit bonhomme sur l'aile avec le numéro 14 qui s'est encore offert un doublé, comme en Angleterre. 5 essais dans le tournoi. Damien Penaud, 2 essais, 6 courses, 6 sur 10 pour une autre midi olympique. J'ai envie de dire, c'est du Damien Penaud. On se demande de quelle manière on va pouvoir le voir où pendant des dizaines de minutes il disparaît, mais en bout de ligne, vous allez me dire que c'est son boulot. Il est toujours là, il marque, il aplatit et puis un petit doublé, même s'il y a eu d'énormes percées dans ce match. Mais comme en Angleterre, Damien Penaud est toujours là où il faut, il fait son boulot et il enchaîne les essais, Nicolas. Il a fait un match à la Damien Penaud. Voilà, un match à la Damien Penaud, très clairement. Il a marqué 2 essais en étant bien placé. Sur le premier, il faut quand même qu'il soit au soutien. Ça vient de loin. Bon, il y a une super passe qui le met sur orbite, mais après il prend un ballon, il fait une espèce de travers pour essayer de trouver un trou comme il sait faire, et ça marche souvent. Tous les matchs, c'est le même truc. Et ça marche souvent, et puis après un deuxième essai en deuxième mi-temps, tranquille, quelques ballons, il a marqué. Il n'avait jamais marqué contre le Pays de Galles, c'est fait. Ouais, c'est vrai. Non, parce que pour vous dire, il y a eu un article dans le journal Midi Olympique sur Damien Penaud et notamment ses statistiques avec le 15 de France. C'était ses 25e et 26e essais avec les Bleus en 42 sélections. Donc voilà, donc 0,6 essais par match environ pour pas être un peu précis. Mais voilà, Nico a passé, je pense, un jour entier à déchiffrer les stats de Damien Penaud. Et forcément, c'était la seule équipe du Six Nations contre qui il n'avait pas encore marqué, les Gallois. Ouais. Et voilà, anecdote aussi, il n'avait pas pu jouer la saison dernière du Grand Chelem parce qu'il avait été positif au Covid 2 jours avant, comme Romain Taufifénois à l'époque. Cette fois, c'est fait, il a marqué contre toutes les nations. Il lui manque que l'Argentine. Du top 10, ouais. Du top 10. Du tiers 1, ouais. Voilà. Il manque plus que l'Argentine, mais il a joué que 2 fois contre l'Argentine. Ouais. Donc le Pays de Galles, je crois que c'était 3, donc ça va pas tarder. Voilà. Non, et puis après, il a fait vraiment un match à Damien Penaud, c'est qu'il est aussi sur le dernier essai gallois, ouais. il aurait pu faire un plaquage un peu plus appuyé. Oui, un peu plus appuyé. Et c'est aussi son défaut. C'est peut-être aussi pour ça que sa note n'est pas un peu plus élevée. Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Je pense qu'il était à 6,5 avant sa dernière action. Oui. Comme j'ai vu que Thomas Ramos était à 6,5, je pense qu'il était à 7 avant cette dernière action. Ils ont pris un petit 0,5 en moins. La défense, ça fait perdre rapidement des points. Ah, voilà. Non, mais Damien Penaud, excellent comme d'habitude. Moi, j'étais
paradoxalement un peu surpris de la note d'état du mortier de nos envoyés spéciaux. 5,5, j'ai trouvé que sur les ballons qu'il avait eu à toucher, il a toujours eu le geste juste, notamment une fin de passe en première mi-temps et puis un retour intérieur. Ouais, il m'impressionne à chaque sortie. Il avait déjà été très bon en Angleterre. Alors il a moins de ballons, pour l'instant on va dire qu'il a moins la chance que de Damien Penaud, là, ça vient moins souvent sur son aile, mais je suppose que aussi quand les Français sont sur le terrain, ils se disent que s'ils vont jusqu'au bout avec Damien Penaud, ils savent que ça va aller à Dame, donc peut-être qu'ils jouent plus aussi sur du côté de Damien Penaud. Mais effectivement, l'état du mortier 5,5, c'est un peu dur. Ouais, et Yanis, avant de te lancer sur Penaud, toi d'ailleurs qui suis l'UBB, que tu auras sur la pelouse de Chabannes-Delmas la saison prochaine, faut-il le rappeler, puisqu'il a signé pour 3 ans avec l'UBB, Penaud. Non mais il est passé, aujourd'hui il est 5e meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France, ex aequo avec Philippe Bernard-Salle et Émile Ntamak. Non, pas 5e. Et il a dépassé Christophe Dominici. Ouais, voilà. Christophe Dominici qui a inscrit 25 essais dans sa carrière. Voilà, non, excusez du peu. Et il monte, et bien sûr le record. Donc le prochain c'est Philippe Sella à 30 essais, et le record détenu par Serge Blanco, bien évidemment, avec 38 essais. On se dit qu'à 26 ans, Damien Penaud, s'il enchaîne les doublés, à la Coupe du Monde, on se dit qu'il va jouer les gros matchs. Ça sera peut-être moins facile de mettre des doublés que par exemple face à l'Uruguay en poule. Mais il peut légitimement viser de réellement marquer l'histoire du 15 de France dans sa carrière. Yanis, un mot sur Damien Penaud qui nous impressionne. Enfin, impressionne, je ne sais pas si c'est le mot parce qu'on s'y attend aussi, Damien Penaud. On s'attend à le voir au bout de son aile. Il a une sorte d'aura là en fait. Il a une aura, genre il attire le ballon et après il met des essais en marchant. À chaque fois on se dit on peut le mettre. Sauf que lui il en met 40 donc non, on ne peut pas les mettre en fait. Ouais. Et il a cette aura, il attire le ballon. Il a aussi ses coups d'éclair quand même, tu vois, la percée. La percée qu'il fait. Je sais plus comment. Non, en fait, justement, c'est du Damien Penaud dans le texte. Il y a une passe ratée. Il perce, mais on se demande pourquoi il saute la passe à Ethan Dumortier alors qu'il a. Je crois que c'est Thomas Ramos à côté. C'est un 3 contre 2. Il cherche le compliqué. Non, mais au final, il a annihilé le surnombre en une passe. Et c'est vrai que dans la rédaction, on s'est demandé pourquoi il saute. Mais bon, c'est plus facile à dire. Mais lui aussi, c'est pareil. Plusieurs fois dans la lecture du jeu, il a été vraiment très pertinent, notamment sur les croisés avec Ntamak, sur proposer des solutions en bout de ligne. Ne pas rester enfermé justement dans son couloir pour après avoir la défense qui se resserre sur lui et plutôt chercher à revenir intérieur. Même si, moi, le côté je prends l'autoroute là le périph' le travers quoi. Je suis pas très fan, mais faut avouer que ça passe, même si ça gagne pas des mètres, ça permet de créer un peu de folie et d'avancer. Ça permet de garder le ballon sur le terrain aussi, parce que souvent quand on va toucher les ailiers, ça a été notre défaut en deuxième mi-temps, quand on est arrivé dans le couloir là, des 5, on s'est souvent séparé du ballon. Donc s'il revient 2-3 fois, même en faisant un peu le tour du périph', c'est pas très grave, quoi. Puis le côté défensif, on peut y revenir, mais c'est le cas pour beaucoup d'ailiers, je pense. Et on dit toujours que pour un ailier, le défenseur qui n'oublie jamais son plaquage, c'est la ligne de touche. Et en plus, on sait que revenir intérieur a une petite tendance à. C'est ce qui lui est demandé, je pense, par Fabien Galtier, de couper l'extérieur très vite en montant en pointe pour empêcher notamment les sautés et essayer de couper les surnombres. Et tu vois, le premier essai gallois, forcément, il est des fois un peu isolé, quoi. Le premier essai gallois, il est monté en pointe parce que le surnombre était énorme. Au final, ça n'a pas payé parce que la passe de Rizweb était bien. Mais forcément, d'un coup, là, ça saute aux yeux. Tu as l'impression qu'il s'est complètement loupé en défense. Alors que sur le coup, on va pas l'enterrer parce qu'il peut pas faire grand chose, le port Damien Penaud. Non, mais c'est surtout que j'étais un peu surpris des Gallois qui ont beaucoup attaqué notre zone du centre de terrain. Là. Ils ont attaqué Danti et c'est Georges Nors. Et avec Georges Nors, ils ont beaucoup attaqué cette zone d'Antificou. Alors qu'effectivement, c'est pas là où j'irai attaquer. C'est vrai qu'on a envie de dire, c'est peut-être plus facile de faire casser un plaquage à Damien Penaud que à Jonathan Danti ou Gaël Ficou quand même. Ouais, effectivement, ils nous ont pris là avec Norse notamment et son compère là au centre, et ils nous ont pris beaucoup là. Et, ça a été un peu étrange. Ils n'ont pas voulu aller vraiment défier Penaud ou du Mortier. Il y a Xavi qui nous dit les ailiers, s'ils ne sont pas décisifs, ils ont une mauvaise note. C'est un poste ingrat. Si tu brilles, toute la lumière est sur toi, et si tu te loupes, notamment en défense, ce sont les ingrats qui sont sur toi. Non, mais je crois que c'est pareil. C'est pareil pour tous les joueurs. Romain Ntamak, il peut faire sa percée, et s'il fait 2 coups de pied direct en touche, on retiendra aussi le négatif. Mais après, paradoxalement, je trouve que c'est pas vraiment un match pour les ailiers aujourd'hui. Même si, au final, tu as 1 ou 2 ballons pour finir tranquillou et marquer ton essai, tu as été beaucoup attaqué quand même, mine de rien, par le Pays de Galles, je trouvais. Moi, tu vois, puisqu'ils attaquaient les centres, tu disais qu'ils attaquaient beaucoup les centres. Mais c'est pour après rebondir sur les ailes.
Ouais, on les a pas trop vus aller défier nos ailiers français, non, mais parce qu'ils ont quand même trouvé de l'avancée au centre du terrain, ce qui était plutôt étrange. Mais je crois que c'était plutôt un match paradoxal pour un ailier. Tanguy Mortier s'est retrouvé beaucoup de fois en situation de repli défensif. J'ai le souvenir quand il va aplatir sa mêlée à 5 là, où il est quand même mis en difficulté. Ouais, bon là, ça, c'est sur des situations de jeu. Heureusement, il revient. En première mi-temps aussi, Tanguy Mortier vient de son aile aussi au soutien de quoi il la donne à Dupont. Là. Oui. Donc oui, ils ont eu un peu de travail ingrat à faire, quoi. Mais effectivement, pour revenir à ce que nous disait l'internaute, les ailiers, s'ils ne marquent pas, effectivement, on a du mal à voir ce qu'ils peuvent apporter au jeu, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de ballons à toucher. Donc. C'est un peu le rôle, surtout, je sais pas, c'est le numéro 9 au foot, quoi. Oui, il y a des numéros 9 qui, il y a des ailiers qui vont chercher le ballon au milieu du terrain, et il y a des numéros 9 au foot qui descendent la ligne médiane. Il y en a qui attendent le ballon dans la surface et qui mettent la tête quand il faut. Voilà. Et ce qui est plus le style de Mortier et Penaud finalement. Ouais. Oui, et c'est un peu moins le style de Gabin Villiers. Oui, alors on est obligé d'y penser parce qu'il est blessé, mais Gabin Villiers, on se dit que c'est un joueur qui peut aller au bord d'un ruck et baisser la tête et y aller. On voit mal l'état du Mortier d'un Penaud, et c'est pas un défaut de dire ça. Il y a des ailiers, quand on voit leur gabarit, même s'ils sont solides quand même, bien évidemment, Penaud il est grand, mais c'est pas forcément son style de jeu. Donc, je suis pas sûr aussi qu'on ait vraiment besoin d'ailiers qui viennent vraiment au bord des rucks en équipe de France, parce qu'on a déjà Antoine Dupont. En fait, si tu viens dans cet espace-là, tu grilles l'espace pour quelqu'un d'autre. Et nous, on a beaucoup de joueurs qui. Oui, mais tu vois, à un moment, on s'est dit. On a beaucoup de joueurs qui sont capables de les faire, cette différence auprès des rucks. Oui, mais au moment, on s'est dit, quand Jonathan Danty était absent, il nous manque vraiment des gratteurs derrière. Avoir un Gabin Villiers ou un ailier. Ah oui, mais là, c'est une différence. C'est un secteur défensif, les grattages. Non, mais on espère que même les ailiers, quand ça vient dans leur zone, que du Mortier ou Penaud peuvent essayer de gratter des ballons. Ouais, mais tu le vois beaucoup moins qu'un. Après, il y en a qui sont plus doués que d'autres, qui ont moins d'appétence pour ça que d'autres. Ouais. Alors, après, Penaud est capable de nous faire des trucs genre fin de match contre l'Australie, des blocages tout seul. C'est un Penaud, on parle de Siribaï. Aujourd'hui, on peut quand même se vanter. Je pense qu'à tous les postes, tu as top 3, top 4 mondial dans Penaud en termes d'ailier sur la planète. S'il n'est pas top 2, il n'est pas 2. Hein. Non, mais je pense qu'avant ce match, t'es Gallois ou après le match d'Angleterre, ou t'es la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture, et on espère que dans Penaud pourrait être sur le terrain. Dans les 3 joueurs que tu redoutes le plus, je pense que Penaud est pas très loin, quoi. À te dire, méfiez-vous, parce que. Donc voilà. Non, Dave Rennick avait dit que Penaud était le meilleur ailier du monde à l'époque. Alors la breaking news, j'avoue que c'est une émission pas très. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Et carton rouge pour Freddy Stewart, l'arrière anglais. Mais non. Donc les Anglais qui se retrouvent à 14 contre 15 pendant plus d'une mi-temps. On vous avoue qu'on a la télé sur le côté, donc. Voilà, donc 43e minute, donc au-delà du temps réglementaire, et les Irlandais jouent. C'est un joueur physique aussi, Stewart. Ah oui, donc bon, mais voilà, le fait est que voilà, l'Angleterre va devoir évoluer à 14 contre 15 pendant toute la seconde période, s'il n'y a pas de carton rouge côté irlandais, mais on verra. Mais voilà, dans le chat, rouge non mérité. Ah oui, bon, le carton rouge rugby devrait s'appeler le bas. Mais n'importe quoi, le verre est baissé, ça râle. Et Paul directement dans la tête, ça c'est subjectif. Malheureusement. Voilà. Bon, bah en tout cas, on prend pas le chemin d'une victoire anglaise en Irlande, puisque les Anglais menent 6-0, mais voilà. Surtout les Irlandais ont une possession apparemment. Ouais. Bon, on va attendre, on va rester sur nos bleus qui ont gagné quand même et qui ont fait le boulot. Alors après, forcément, quand on voit peut-être qu'à la fin, si on gagne, ce sera forcément plus mérité, parce qu'il ne faut pas oublier que les Irlandais ont pris 5 points contre les Français. Et Nico, je te le dis, ne bouge pas trop quand même, parce que tu me rassures pas avec ton tabouret. Je sais plus quoi faire avec la chaîne. Je l'entends, il fait que graisser. Alors Nico, je sais pas si c'est un appel à l'aide. Mais attention quand même, il y a moyen que vous voyez sur votre écran, il y a un homme qui disparaisse pendant l'émission. Libérez-moi. Je sais pas, on fait tout pour le retenir, je le retiendrai, mais voilà. Donc Damien Penaud, voilà, donc 6 sur 10, 2 essais encore une fois, 26 essais en bleu. Un Penaud qu'on ne présente plus. Et alors il y en a un autre qu'on ne présente plus aujourd'hui, on a envie de dire, parce qu'on a l'impression que ça fait 5 ans qu'il est titulaire en équipe de France à ce poste à l'arrière avec le numéro 15, c'est Thomas Ramos. Alors Thomas Ramos, 6,5 sur 10. Donc c'est vrai, peut-être qu'il avait 7 sur 10 à son plaquage. Je suis certain qu'il avait 7 sur 10. Surtout que voilà, tu connais bien tes collègues qui étaient en tribune de presse. Thomas Ramos, 7 sur 7 au pied, face au poteau, 11 courses. Mais voilà, j'ai noté, il se trouve un peu sur le 4e essai gallois. Mais comme je dis, on a l'impression que ça fait 5 ans que Thomas Ramos est à l'arrière. Tellement les automatismes, lui sur le terrain, il rayonne et il se loupe jamais, quoi. Voilà, il joue quand même avec tous ses copains, quoi. Je veux dire,
Quand il y a Dupont, Ntamak et toi c'est les 3 joueurs qui gèrent un peu le jeu de l'équipe de France derrière. Ouais, c'est que ses potes, donc il a l'habitude de jouer avec. Et puis c'est un mental, Thomas Ramos, c'est un mental de champion, quoi. Je veux dire, non, parce qu'on disait, on en a parlé pendant la semaine, Thomas Ramos, on va pas refaire l'histoire, mais en 2019, il s'est fait un peu, pas jeter du groupe, mais voilà, il est mis dehors par Jacques Brunel à l'époque. Une semaine après, il joue avec Toulouse en top 14, soi-disant il était blessé, mais il a quand même pu jouer. Il a même craqué en fin de match. Il avait pleuré. Là, aujourd'hui, ça a été du chemin. Il a souvent été remplaçant. Aujourd'hui, il est titulaire. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on peut pas le bouger, quoi. C'est impossible. Enfin, on manquera vite d'arguments pour dire qu'il faut mettre quelqu'un d'autre à la place de Thomas Ramos à l'arrière de l'équipe de France. En tout cas, il a eu sa chance sur ce tournoi-là. Oui. Il a commencé le tournoi et il a rempli parfaitement sa part du boulot. Et il finit recordman français déjà dans le tournoi de points. Donc ça veut dire qu'il a été bon face au perche. Il a été même excellent face au perche dans ce tournoi. Il a été très bon dans le jeu quand il a eu des ballons. Peut-être on va revenir sur l'histoire du tournoi, mais après la défaite en Irlande. Là, oui, le côté. Il y a eu un petit moment de flottement là, face à la maison face aux Gallois, parce que j'ai l'impression qu'ils ne savaient plus trop, les Français, s'il fallait reposséder, déposséder, transposséder, ce que vous voulez. Mais donc, transposséder. Il y a eu un petit moment de flottement, donc effectivement, où tout le monde n'a pas été à son max. Mais moi, je trouve qu'il a fait un super tournoi. Et effectivement, là, je vois pas comment il ne pourra pas être titulaire face au All Black à Paris. Ça fait un moment qu'il est à un niveau injouable. Là, début de saison à Toulouse, quand il était en 10, là, quand Ntamak était blessé, c'était le meilleur joueur du top 14. Ça fait un moment justement, mais est-ce que ça, enfin, il a été pendant des saisons. Il a été champion de France en 2021, 2019. Enfin, il roulait quand même sur tout le monde, que ce soit à l'arrière ou même en 10. Pourtant, ça ne lui offrait pas la place en équipe de France, tu vois. La saison dernière, si on est objectif, il fait quand même une meilleure saison en top 14 que Melvin Jaminet avec Perpignan. Vous allez me dire, ils n'avaient pas la même équipe, mais même Melvin Jaminet avait loupé quelques coups de pied importants avec l'USAP. Pourtant, il était titulaire et il a fait les grands chelems avec le numéro 15 dans le dos. Oui, mais là, ça aurait été pareil cette saison si Melvin Jaminet ne s'était pas blessé. Bah, justement, ce que je voulais dire, parce que Nico dit il a eu sa chance dans ce tournoi. Et j'ai envie de vous dire, la chance, il l'a eu pendant la tournée de novembre, puisque on a envie de dire que vu qu'il était numéro 2 et le numéro 1 était blessé, il a eu sa chance et il est passé numéro 1 en novembre. Aujourd'hui, tous ses concurrents étaient à 100%. Et son concurrent, que ce soit en club ou en sélection, il joue pas une minute. Aujourd'hui, dans ce match où tu as 20 points d'écart à l'heure de jeu. Alors, ça, lui, il le verra certainement pas comme ça parce qu'il est passé à côté de nombreuses sélections. Mais en fait, on a fait 4 tournois avec Fabien Galtier, 4 arrières différents. Et il a joué celui qu'il fallait, quoi. Boutier, Dulin. Oui, Jaminet. Tu parles de Melvin Jaminet. Non, je parle de celui de Thomas Ramos. Il arrive au bon moment. Il fait le meilleur tournoi. Oui. Et il fait celui qui te donne la place pour la Coupe du Monde, quoi. Je veux dire, à part si, je sais pas si on va se remettre à des matchs de sélection pendant la préparation pour savoir quel est le meilleur arrière français, quoi. Et le retour d'Anthony Boutier, là, titulaire. Il était pas loin dans le groupe, hein. Il était là en novembre, il était là pendant le tournoi. Non, mais je veux dire, ils ont tous eu leur chance. Bon, il y en a qui sont plus là. Mais parce que la concurrence a augmenté, parce que Brice Dulin, aujourd'hui, tu peux me le dire comme tu veux, mais c'est certainement un des meilleurs arrières du top 14 aussi. Sur les 3 derniers mois. Donc, après, il y a un groupe à gérer. On a trop longtemps fait en équipe de France de prendre le meilleur au moment M. On rappelait, on changeait des joueurs parce que machin avait fait un bon match la semaine d'avant et tout. On a travaillé sur une plus grande continuité. Ça veut dire que chacun a fait un tournoi. Là, Thomas Ramos, il a fait le tournoi qu'il fallait pour rester en place. Il est inchangeable. Là, toujours les changements qu'ils ont eu, c'est parce qu'il y a eu des blessés ou parce qu'il y a eu des absences, parce que Boutier ne pouvait pas partir en tournée ou des choses comme ça. Mais il n'y a jamais eu de changement sur t'es pas bon, tu pars pas. Oui, non, c'est vrai. Donc là, je vois pas pourquoi il changerait, à part s'il est blessé. Après, au Japon, faut pas oublier que Melvin Jaminet avait été mis hors des 23 au profit de Max Spring pour choix du coach. Tu vois, alors je sais pas si c'est pour essayer l'arrêt du Racing. Max Spring aussi, oui. De quoi? Il voulait voir Max Spring aussi. Oui, aussi, qui a au final plus jamais été rappelé parce que voilà, Thomas Ramos, tout ça sont revenus. Mais tu vois, et ça a quand même été le cas de changer pendant une tournée. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est impensable de ne pas mettre Thomas Ramos titulaire lors du prochain match de l'équipe de France. Prochain match en un jeu parce que on rappelle, il y aura 4 matchs de préparation à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, donc peut-être qu'il ne sera pas titulaire lors des 4 matchs de préparation et ce serait logique que non. Non, voilà, il ne le sera pas. 2 matchs de préparation et qu'il est nul, on ne sait jamais, mais on ne lui souhaite pas en tout cas. Oui, ça m'étonnerait, il est quand même hyper régulier depuis maintenant 3 ans. Et puis soyons confiants avec Ramos.
Là, il a rassuré plus d'un supporter français, je pense. Là, tout le monde est confiant. Là, tu peux être team Jaminet ou team Dulin, tu pourras pas dire que Ramos a loupé son tournoi. Après, tu peux préférer, notamment dans le style de jeu ou dans le profil, les autres joueurs. Ses concurrents, aujourd'hui, dire que Thomas Ramos a loupé son tournoi ou n'est pas au niveau, c'est mentir ou faire preuve de mauvaise foi. Tu peux pas dire autre chose. Mauvaise foi absolue, attention. Complètement. Il est dit. Je sais pas si dans le chat ils sont d'accord, alors je sais que dans le chat, forcément, il y a quelques Toulousains, donc ils doivent forcément être heureux de voir Thomas Ramos. Absolument d'accord, Ramos c'est du solide. On nous parle de Max Spring qui était inexistant contre le Stade il y a quelques jours. C'est vrai que Max Spring, cette saison, Après, il est un peu loin, je pense. Il part de loin quand même, Max Spring. Il a eu sa chance parce que des joueurs n'ont pas pu tourner au Japon, partir au Japon, mais il part un peu de loin aujourd'hui. Non, puis de la sérénité de Thomas Ramos, tout simplement. Oui. Le mec est. La sérénité. On parlait l'année dernière, je m'en souviens, pendant le tournoi, notamment les ballons hauts, sous les ballons hauts, Melvin Jaminet. Là, Ramos, je sais pas quel défaut il peut avoir. Alors oui, mais son il est seul pas testé. défaut, Ramos, c'est surjoué. Mais après, il est pas testé. C'est le seul défaut qu'on lui trouve. Non, mais alors surjoué, c'est un bien grand mot, quoi. C'est surjoué dans le système de l'équipe de France, mais quand tu le vois à Toulouse, il relance de partout et ça passe. C'est un argument, mais honnêtement, alors vous allez peut-être me reprendre, mais est-ce que vous avez eu beaucoup de chandelles aujourd'hui? Non mais voilà, parce que Dan Bigard c'est un demi d'ouverture qui est de ce style, mais j'ai l'impression que dans ce tournoi, jamais les arrières, et tant mieux si c'est pas leur point fort. Il y en a eu quand même quelques-unes en Irlande. Oui voilà, où ils se sont loupés. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'ils sont pas testés à ce niveau-là peut-être. Tu vois, parce que. En Irlande, on n'a pas été solide quand même sur les ballons. Non, mais c'est ce que je dis. Tu vois, parce qu'on a été testé dans ce niveau-là. Mais aujourd'hui, le Pays de Galles et Dan Bigard, pourtant, c'est un des meilleurs au niveau de la chandelle et d'être dessous pour la récupérer. Aujourd'hui, ils ne le font pas. Tu vois, donc forcément, ils ne sont pas testés et heureusement. Je pense qu'il y a beaucoup moins de chandelles au niveau international que dans le top 14, par exemple, déjà. Donc forcément, on voit un peu moins leur mauvais côté. Non ? Je vous laisse perplexe, j'ai l'impression. Non, mais je trouve Thomas Ramos très bon sous les ballons hauts. Donc... Ah, voilà. Bon, mais Thomas Ramos très bon. Et, à part, pour être de bonne foi, il y a un jeu au pied des Gallois en seconde mi-temps où il arrive en retard. Là, le ballon, il a 5 mètres de retard. C'est un peu bizarre. Et le Gallois a pu récupérer là, sur une sortie de camp. Là, ils sont dans leur 22. Là, il y a un petit par-dessus. Oui, Josh Adams. Qui va tranquillement presque en marchant. Et il y a pas le français. En fait, il voit qu'il a un retard et il se dit je préfère qu'il prenne le ballon, le plaquer, ou alors ne pas arriver en retard. Et pour pas, on ne sait jamais, le mec il tombe sur la tête ou il tombe sur une épaule, tu prends vite un carton rouge ou un carton jaune. Et du coup, ça coûte plus cher que, on va dire, de retenir à la fin qu'il n'est pas allé au combat. Non, mais voilà. Pour signaler tout. Oui, bien sûr. Pour pas paraître trop partisan. Je te fais confiance pour tout souligner. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est la mi-temps à Dublin. Les Irlandais n'ont pas aggravé le score pour l'instant. Les Anglais à 14 ont résisté. Du coup, 10-6 pour l'Irlande. Et on m'a aussi dit que le staff de l'équipe n'était toujours pas arrivé en conférence de presse. Donc on espère avoir Jérémy, mais je sais pas s'ils vont pas attendre la fin du match en fait. De toute façon, on va tenir l'émission jusqu'à 23h. Moi j'ai prévu un petit goûter qui est derrière l'écran là pour me substanter après. Bon, c'est sûr que j'aurai plus de siège. Alors, on peut tenir, mais sans Nico. Voilà, c'est comme vous voulez. Il sera là, mais il sera juste un peu plus bas. Plus, quoi. Voilà, sinon après tu fais un peu, tu te lèves, tu fais comptoir. Exactement. C'est aussi rugby quoi. Non mais on penchera un peu le micro si tu veux pour pas qu'il soit très directionnel. Non mais aussi là on a fait un peu le tour de la ligne arrière, mais pour revenir sur les centres également pour les évoquer. Jonathan Danty a marqué dans ce match, a encore plus rassuré. En position d'ailier. Voilà, en position d'ailier, mais parce que justement il n'y avait pas d'un peu d'eau cette fois-ci sur son aile droite, donc bizarre. Mais voilà, il a marqué son essai. Et Gaël Ficou a lui aussi marqué, donc les centres étaient un peu à la fête. J'ai envie de dire, Jonathan Danty a rassuré, prouve qu'aujourd'hui, lui, pareil, il a loupé les premiers matchs, mais il est sorti à 75e lui aussi, il me semble, pour Yoram Moefana. Donc Jonathan Danty, c'est le numéro 12 et ses blessures maintenant sont derrière lui. Et on peut voir venir, notamment avec La Rochelle, pour qu'ils prennent encore un peu plus de rythme. Je touche du bois de partout, on n'arrête pas de parler de blessures de joueurs très importants pour le 15 de France. On ne parle pas de blessures pour leur souhaiter, on parle de blessures parce que lui, il a vraiment été. Donc bon, voilà. Oui, d'ailleurs, sa blessure aurait dû être beaucoup plus grave que ce qu'elle n'a été finalement. Oui, aurait pu. Aurait dû. Aurait pu, pardon. Oui. Mais bon, oui. Il va faire un AVC Nico là, pas une blessure. Vous voulez vraiment pas qu'on soit champion du monde. Si, bien évidemment que si, quand même. Non, mais après son époque sur le jeu de l'équipe de France, depuis un an, il est exceptionnel. Là, il y a. C'est pas nous qui allons le dire, tout le monde le dit. J'ai vu Ronan O'Gara le dire je sais pas combien de fois, même lui il sait qu'il joue pas pareil à La Rochelle quand il est là ou pas, et l'équipe de France joue pas pareil quand il est là ou pas. Lui c'est pareil, il est arrivé en équipe de France, on pensait que la paire de centre était établie, et puis il y a eu des blessés, il est parti en Australie, il a gagné sa place, et depuis il est
indéboulonnable. Ouais, avec en plus la retraite forcée de Virimi Vakatawa, les blessures d'Arthur Vincent. Arthur Vincent qui, pour le coup, était vraiment. Il est malchanceux, mais je veux dire. Chouchou du staff. On n'avait pas assez touché du bois là. Non, voilà. À cette époque-là. Mais on va en toucher pour lui, le pauvre Arthur Vincent, parce que c'est quand même un énorme joueur. Qui est un super joueur. Ouais, qui est un super joueur. Il a vraiment pas eu de chance. Non, mais voilà, la paire de centre. Il va revenir là, Arthur Vincent. Ouais, j'espère, oui. Après, qu'il revienne. Voilà, on a envie de lui dire. Qu'il revienne vite là. Qu'il prenne son temps. Non, mais surtout qu'il prenne son temps pour pas rechuter. Qu'il prenne son temps, mais qu'il revienne vite quand même. Ah oui, mais bon. Parce que là, à un moment. Le pauvre, mais bon. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et peut-être qu'il doit être en période de rééducation, Arthur Vincent, à ce moment-là. Mais voilà, la paire de centre, et notamment Gaël Fickou, parce que Gaël Fickou, je pense, c'est un des meilleurs Français lors de ce tournoi aussi. Il était énorme en Italie, énorme contre l'Écosse, énorme aujourd'hui. En Angleterre, mais évidemment, comme les autres, il a été exceptionnel. Gaël Fickou aussi, c'est celui, peut-être qu'on parle le moins, mais Gaël Fickou, il y a un Gaël Fickou en top 14, un Gaël Fickou en équipe de France, mais celui en équipe de France, c'est top 2, même voire un des meilleurs centres du monde, quoi. Il a la confiance du staff qui lui a donné des responsabilités. Ah oui. En défense notamment. Ouais, Gaël Fickou en équipe de France pendant très longtemps ça a été un peu le bouche-trou, celui qu'on mettait à l'aile, au centre. C'était un peu celui qu'il fallait avoir, le polyvalent, mais on le faisait rarement confiance à 100%. On lui a pas dit c'est toi qui as les clés du camion. Et le staff l'a fait là, depuis 2019, depuis 2020, depuis le tournoi 2020. Et c'est devenu un autre joueur, c'est devenu un joueur. Le patron. Le patron, ouais. Il y a le capitaine sur la feuille de match. Il avait eu l'insouciance de sa jeunesse quand il avait démarré au Stade Toulousain. Après, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, après, il a eu une période où un petit peu de moins bien. Il avait retrouvé ça un peu au Stade Français quand ça allait mal, là, et qu'il était un peu le patron du vestiaire et qu'il devait gérer le groupe. Et je pense que c'est un garçon qui aime avoir des responsabilités et le staff lui en a donné et il le rend sur le terrain. Ouais. Tu voulais appuyer j'ai vu que j'allais dire. Il y avait l'analyse est trop bonne. Il y avait une insouciance à la base quand tu penses qu'Gaël Fickou c'est l'espoir, le mec qui est capable de tout sur le terrain, il est juste incroyable. Et puis là, c'est le papa quoi. T'as l'impression que c'est un papa en fait. Mais dans son style de jeu aussi parce que. Il marque, mais il fait jamais le geste de trop. Son rôle capitaine défensif, même les trucs comme ça. Pour moi, c'est. Après, c'est le papa. J'allais te dire, c'est pas vraiment le papa, mais c'est quand même le joueur le plus capé. C'est quand même voilà. Et lui, l'expérience, il en a beaucoup plus que d'autres. Quand t'es peut-être Étienne Dumortier, t'arrives. Qu'il est épanoui, voilà. T'écoutes plus facilement. Voilà, Gaël Fickou, c'est normal. Qu'il épanouit tout le monde autour de lui, que c'est un mec qui inspire maintenant un calme, alors qu'avant, moi, je trouvais que c'était pas forcément le cas. Mais il a un peu changé son style de jeu. Un calme, et puis il est beaucoup plus complet, beaucoup moins dans la folie, beaucoup plus dans l'assurance. Moins fantasque, mais ça lui porte pas préjudice, quoi. Ouais. Et c'est fou de se dire que. Même dans les heures sombres d'équipe de France, on avait une paire de centres d'Anti-Fickou et que dans les meilleures heures d'équipe de France, on avait une paire de centres Fickou. Après, il y en a un qui avait un peu disparu des radars pendant quelques saisons, c'est Danti. Fickou, lui, est vraiment resté. Aujourd'hui, c'est forcément le joueur avec le plus de sélection. Et on espère, touche du bois, Nico. Continue de toucher du bois. Ouais. Toucher du bois. Non, mais. En plus, pour te tenir, parce que si tu tombes. Voilà, je vais toucher du bois pour sauver ma peau d'abord. ou alors, si ça lâche, accroche-toi au bois d'abord. Et après, on verra si tu le touches, mais accroche-toi d'abord au cas où. Et on essaiera de te sauver, Yanis et moi. Non, mais on parle beaucoup de. On touche du bois, on en sourit, mais bien sûr, on l'espère tous. Tout amoureux de rugby espère qu'il n'y aura pas de blessure avant la Coupe du Monde. Même si malheureusement, on a un peu la petite expérience qui a montré, notamment Anthony Gelonche, à qui on souhaite, on passe le bonjour parce que lui n'a pas fini le tournoi et est blessé pour de longs mois. Mais en attendant un peu Jérémy, l'arrivée du staff, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il célèbre aussi la victoire contre les Gallois, le staff tranquillement, et qu'il ne faut pas patienter les journalistes. Mais dans cette équipe qui a joué le tournoi de cette ossature, il y a eu quelques petits changements forcés, notamment avec le retour de Kroos dans le caisse de départ, mais il y a quand même une grosse ossature qui est conservée. Cette équipe, est-ce qu'il y a encore un poste pour vous, messieurs, où il y a un gros doute avant la Coupe du Monde? Si toutes les forces sont là. Un gros nom, mais il y en a un. Non, mais il y a une interrogation, mais voilà. Je pense qu'elle a été. On a déjà un début de réponse, quoi. On ne sait pas, mais je pense que tu parles de Flamand Wauquiez. Ah bah voilà, mais déjà vous n'êtes pas d'accord, ça me va très très bien que vous ne soyez pas d'accord. Pourquoi Flamand? Tu penses qu'encore il y a débat entre Flamand et Cameron Wauquiez? Il y a plus tout débat, Flamand Wauquiez. Je sais pas, mais le titulaire depuis des années, c'était la trouvaille du stade du 15 de France de faire jouer Wauquiez deuxième ligne. Pour moi, la deuxième ligne, c'est Flamand Wauquiez. Flamand Wauquiez, j'aime quand même quand on a. C'est la deuxième ligne qu'on a eu déjà en novembre. Tu vas manquer 2 points quand même. J'aime bien quand même. On dit ça dépend. Après, de toute façon, tu t'adaptes à ton adversaire pour moi. Ouais, on dit ça contre l'Afrique du Sud, 25e minute de jeu, Flamand dehors pour KO. Alors peut-être que oui, c'est un fait de jeu, mais voilà.
On n'avait pas non plus. Après, on parle au top de leur forme. Et pour moi, là, Woki, il a peut-être manqué le wagon aussi. Hein. Ah, mais ça, je sais pas. Voilà, non, mais c'est une question. On va pas. Pour moi, s'il y en a un à sortir, c'est plus VMC que Flamand. Ah, mais on va pas je te dis pas qu'il faut sortir Flamand. Je te dis juste s'il y a une interrogation. Là, on a oublié qu'en début de tournoi, Flamand, il était remplaçant et qu'il a été propulsé. On va pas asséner des vérités. On va débattre parce qu'on sait que Ramon Ruki a repris tout juste l'entraînement avec le Racing. On ne sait pas à quel niveau il va revenir. Forcément, peut-être. C'était la grande trouvaille du 15 de France, celui dont tout le monde était content. C'était je sais pas, le deuxième île moderne par excellence qui bougeait beaucoup. C'était l'invention. Là, il n'est pas non plus devenu catastrophique parce que Flamand fait des bons matchs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut redouter pour Kamandouki un destin à la Melvin Jaminet. Exactement. Oui, voilà. Où tu te dis, ok, t'as pas de chance, tu t'es blessé, donc ça c'est un fait, ça arrive dans malheureusement, il faut dire aussi que sa saison est pas au top. Non, mais au-delà de ça, je pense que si Melvin Jaminet, son début de saison avec Toulouse n'était pas non plus exceptionnel, il allait être titulaire en novembre. Voilà, s'il est à 100% et qu'il n'est pas blessé, il aurait été titulaire en novembre. Et il aurait peut-être sûrement été titulaire à ce tournoi du coup. Tu vois, donc aujourd'hui. C'est une interrogation. Après, voilà. Si on voit comment le staff a opéré jusqu'à maintenant, effectivement, Flamand a gagné sa place et va rester. Mais bon, Woki, c'était quand même leur grande trouvaille. Depuis la tournée qui avait lancé la série de victoires, c'était ça, Argentine, Nouvelle-Zélande et Géorgie, voilà. Entre les deux. Et donc, il faut voir comment ils vont gérer le retour de Cameron Woki, s'il revient en équipe de France. Non, parce que tu as l'air de me dire qu'il n'est pas très bon. Non, mais à ce moment-là, oui. Mais là, il y a une question à se poser, c'est le banc aussi, alors. Parce que est-ce que des trois là, il y en a un que tu sors du groupe carrément? Woki, Flamand et Villemc, il y en a un que tu sors du groupe? Ou tu sors plutôt Tao. Puis le finisseur. Après ça dépend après, si tu fais 6-2 ou 5-3. C'est toujours pareil. Non, mais là, il y a trop de questions. Et c'était quoi, toi, alors, le point Pour moi, c'est Villiers du Mortier. Ouais, mais là, c'est pareil. Il faut voir comment revient Villiers. Est-ce que Villiers, qui revient en forme, il repasse pas directement devant du Mortier? Parce que du Mortier, pour moi, je le dis, il a fait des bons matchs, il a fait un bon tournoi. Mais encore s'il est une vérité. Pour moi, il est pas indiscutable là. Pas du tout indiscutable. Là, mais oui, mais après, il a quand même fait le boulot. Je sais. Non, mais oui, je te vois y arriver. Je te vois y arriver. Non, mais je veux dire, tu veux lui reprocher quoi du Mortier ce tournoi? Mais je lui reproche rien, je lui reproche rien. Je dis, il a fait un bon tournoi. Mais juste, Gabin Villiers a beaucoup plus prouvé que lui en équipe de France. Et Gabin Villiers apporte. Après, c'est aussi une question de profil. J'aimais bien le fait d'avoir un ailier un peu chaque ailleurs qui va dans les rucks, qui va gratter machin truc. Gabin Villiers, le gars il va péter comme un troisième ligne, voilà. Et que là, on a au final 2 joueurs au profil assez similaire entre Damien Penaud et Étienne Dumortier, non? Je trouve qu'Étienne Dumortier, il a un peu plus de. D'aisance aérienne. Moi, c'est de main. Il n'y a rien qu'à voir sur l'essai qu'on marque en Angleterre, le dernier sur le premier lancement, sur le lancement de jeu, là, sur un premier main. Ce qu'il fait, c'est. Après, il a aussi de l'expérience. Il a aussi de l'expérience au centre et à l'arrière du Mortier que n'a pas Gabin Villiers qui joue ni à l'arrière ni au centre et qui est un pur ailier. Ça reste un chantier. Mais non, mais ça. Quand Gabin Villiers va faire une fin de saison, et ben le staff ils vont se dire. Je lui souhaite. Non, mais c'est sûr que ça sera une interrogation des premiers matchs de préparation à la Coupe du Monde, certainement. Oui. Ah oui, c'est sûr. Puis j'oublie pas non plus que Étienne Dumortier, il a 22 ans, donc. Après ça. Il a le temps après. Hein. Oui, non, mais il a le temps, mais bon, tu sais, ils sont peut-être pas arrivés aux mêmes périodes, mais bon, les joueurs qui méritent leur place, l'âge, tu me parles pas d'âge. Voilà, tu me parles pas d'âge. Attends, qu'il a 23 ans, tu veux qu'il attende encore 4 ans? Il a 22 Non, il a 23. Ouais, 23. Et dans le chat, est-ce qu'il y a encore des postes enchaînés? Je suppose qu'ils seront pas là d'être d'accord avec nous. On nous parle de Méafou en deuxième ligne. Voilà. Sauf que Méafou, c'est après le. Méafou ne pourra pas jouer à Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais non, mais retenez ça, s'il vous plaît. On dit Villemc avec du jus, il est énorme. Ailier gauche, je suis pas convaincu non plus. Nous dit tout le case. Pilier droit remplaçant, gros doute. Alors on nous parle gros doute sur Falatea qui a pourtant la confiance totale du staff du 15 de France. Il est vrai que si on regarde sur le tournoi, on se dit que le pauvre Dorian Aldeguerri, qui était titulaire en Angleterre et qui se retrouve chez lui là, c'est toujours pareil. Matchs, il y a cette petite interrogation, apparemment il touche aux adducteurs, donc on ne sait pas est-ce qu'il est sorti pour blessure, est-ce qu'il aurait été sur le banc ou au moins dans les 28 s'il avait été à 100%. Ouais, mais alors il n'aurait pas pris la place de Falatea qui est remplaçant. Parce que il n'a pas eu toi. D'accord, si on reste dans le profil Fabien Galtier, remplaçant finisseur et démarreur, je sais pas comment il dit, titulaire. Et titulaire. Et ben du coup, Falatea n'aurait jamais remplacé par Don Aldeguerri. Si Don Aldeguerri avait été sur la feuille, ça aurait été à la place de Antonio. Oui.
Non, c'est sûr, non, mais ça a Donc, été. là, puisque là, il nous dit le pilier droit remplaçant. Et du coup, On sait jamais, on peut revoir. Tu peux revoir Aldeguerri remplaçant là. Après, C'est faire. Donc t'assassines Flatter. Après, assassiner, c'est peut-être un bien grand mot. C'est le choix de la hiérarchie. Ah oui, Bon, il y a des joueurs. Tu sais, Thomas Lavaux, il était remplaçant en Italie. Ouais, il n'a jamais été rappelé. Bon, là, il était remplaçant, il a vu un mec arriver, lui passer devant et repartir. Oui, Flatter, il est un peu le numéro 2 au gardien. Ou quand le numéro 1 est blessé, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 des numéros 2. Pour l'instant, oui. Vu qu'il est tout le temps sur le banc. Donc, oui, pour l'instant, oui. Et on lui souhaite de le rester jusqu'à la Coupe du Monde, peut-être. Mais bon, oui, c'est vrai qu'il y a quelques postes à chantier, mais c'est vrai que pas beaucoup. Contrairement quand on voit les autres sélections, et c'est aussi ce qui fait la réussite de cette équipe de France. Centre c'est bouclé, charnière c'est bouclé. Pour vous donner une petite statistique, toujours pareil. Là par exemple dans ce tournoi, alors ça a été dit par Mathieu Lartaud quand même, je ne vais pas créditer au micro de France Télé, mais le Warren Gatland a fait 27 changements dans ses 15 de départ, juste sur les 5 matchs du tournoi. Depuis le début, je ne sais pas si vous avez entendu, je pense qu'Yanis a la réponse. Depuis le début de son arrivée à la tête du 15 de France, Fabien Galtier a fait 26 changements en 4 ans. J'avais calculé la moyenne au tournoi l'année dernière, c'était 1,2 changements par match. Donc 26 changements. Et dans ces 26, je pense qu'il y en a 25 qui sont forcés. Qui sont forcés. À part, voilà, on en a parlé, mais Minjamini et Max Spring au Japon. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi un grand problème qu'il y a au Pays de Galles depuis plusieurs années et qui avait été souligné notamment sur le milieu de l'ère Wayne Pivac, où Wayne Pivac n'alignait jamais deux équipes consécutivement, alignait jamais consécutivement deux équipes similaires. Non mais après ça va aussi avec les résultats. Je pense qu'on prend l'équipe de France à 5-6 ans, on en a essayé des joueurs. Voilà, Nico peut beaucoup mieux en parler que nous. Forcément, quand il y a un manque de résultats, aujourd'hui les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'à la Coupe du Monde s'ils viennent à s'incliner à l'Irlande? Ils vont forcément, Steve Borthwick va chercher son 15 de départ ou après la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce qui fait la force de l'Irlande aussi, c'est qu'on en rigole. Sexton, il joue encore au rugby, mais reprenons les équipes. T'as 1, 2, 3 jeunes qui éclosent chaque saison ou tous les 2 ans, qui prennent son équipe et après ça ne bouge pas. C'est aussi la force des grandes sélections et sur la Saint-Antoine, c'est primordial. J'avais fait les stats, effectivement, c'est toujours des changements sur blessure et des changements de poste. Moefana qui est passé du centre à l'aile. Oui, c'est sûr. Mais c'est toujours le même mec. Donc il y a très peu de changements. Là où il a fait beaucoup de changements, Fabien Galtier, et beaucoup moins depuis 1 an et demi, ça veut dire que là on est vraiment sur le banc. Mais oui, c'est sur le banc. Les premières années, il a cherché vraiment un banc. Sur le banc. Et là maintenant, ça bouge quasiment pas, quoi. Oui, donc c'est mieux. Là, on peut dire que c'est quand même. Voilà. À la fin du tournoi l'année dernière, on avait le 15 hors blessure. Oui. Là, on se rapproche quand même plus de 23, quoi. Ok. Bon, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, on a passé des années où l'équipe de France changeait, où essayait beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on a une ossature qui fonctionne, une génération à nord qui écrase l'Angleterre, qui gagne contre les Gallois, qui a mes 40 contre les Gallois et qui nous laisse des regrets. C'est pour vous dire ce qu'on attend de cette équipe. Donc forcément, ça fait la force. Et de l'autre côté, tu as les Irlandais, c'est un peu pareil. Alors, une autre question, on m'a dit que Jérémy ne devrait plus tarder, parce que la conf est finie. Alors, je pense que la conf, ils l'ont un peu expédié aussi pour aller voir la deuxième mi-temps, mais bon. Ça bouge pas le score, hein? Non, ça bouge pas encore, 10-6. Mais bon, voilà, là les Anglais doivent mettre. Baptiste en régie nous a fait une petite feinte, il nous a mis le chrono à l'envers là. Il nous a mis le chrono à l'envers, c'est vrai. Mais c'est pas plus mal, hein. On voit ce qui reste. C'est plutôt drôle. C'est mode de rugby à 13. Pour ceux qui ont la référence, rugby à 13, c'est comme ça. Baptiste, c'est un grand fan de rugby à 13 d'ailleurs. Oui, c'est le décompte final. Avant que Jérém arrive avec nous, le joueur que vous retiendrez, messieurs, de ce tournoi. Du côté français, bien évidemment. On est d'accord. On tiendra sur quoi? Sur ses performances. On vous dit aujourd'hui, alors on en a peut-être beaucoup parlé, je vous vois arriver. Alors attends, Yanis. On vous dit, là, dans 6 mois, on te parlera du tournoi Destination 2023 de l'équipe de France. Ah, d'accord. Le joueur qui te viendra. Moi, j'en retiendrai 2, un devant, un derrière, ça va? Ah, pareil. Oui, mais dans ces 2 que tu vas me dire, mais vous avez. J'en ai un alors, j'en ai qu'un. Allez, vas-y, Nico. Vas-y. Moi, je prends Thibaut Flamand et Thomas Ramos. Oui, voilà. C'est évident, c'est leur tournoi. Et les autres, ils étaient là. Donc, on savait, les autres, c'est ceux qui ont fait le Grand Chelem l'année dernière. Ouais. On attendait à ce qu'ils soient au même niveau ou meilleur. Et ils ont été au même niveau, sauf sur un match peut-être en Irlande où effectivement Grégory Aldrit a été moins bon que sur. Et encore en Irlande, Flamand, c'est un peu là où, au-delà de son essai en Italie, il fait 27 plaquages en Irlande. Ah oui. Et là, 27 sur 27 d'ailleurs. 27 sur 27, non? Oui, il me semble. Il me semble, oui.
Donc, mais... ce tournoi-là, ça sera celui de. Si on avait fait le Grand Chelem, ça serait collectif, mais là, vu qu'on va finir c'est Thibaut certainement deuxième. Là, Flamand Ramos, c'est les grands gagnants du tournoi. C'est leur tournoi. Remarque, il y a le record aussi là. On y reviendra un peu plus tard parce qu'on m'a dit que Jérémy était là. Alors, on me confirme que Jérémy s'est dépêtré. Voilà, il est là, Jérémy. Bien sûr. Avec le jour qui est en train de tomber, qui va à Paris. Jérémy. Salut Jérémy, est-ce que tu nous entends déjà? Ouais, je vous entends très bien, mieux qu'à Twickenham la semaine dernière, pour tout vous dire. C'était ma première question. Est-ce que tu vas pas être obligé de rapprocher ton téléphone, le téléphone de ton oreille? Jérémy, classique, et voilà, on a vu qu'il vous avait un peu fait attendre pour regarder Irlande-Angleterre, peut-être le staff et le capitaine. Quels ont été les mots? Parce que nous, j'avoue, en début d'émission, on avait un peu de regrets, notamment aux 4 essais encaissés. Est-ce que Fabien Galtier est revenu sur ça ou a préféré retenir les 40 points marqués et la victoire bonifiée au final face à ces Gallois? Alors clairement, il a préféré retenir la deuxième partie de ta question. Dès lors qu'on est un peu parti sur les bilans, Fabien Galtier, un peu en souriant, nous a dit voilà, il reste un match à finir, encore une mi-temps en Irlande, c'est trop tôt pour tirer un bilan alors qu'on ne sait pas si on va finir premier ou deuxième du tournoi. Voilà, donc il voulait pas partir sur l'aspect comptable, juste que l'équipe de France finisse ce tournoi avec 4 victoires. Donc lui, il dit forcément là-dessus, mathématiquement, c'est très positif, 80% de victoires dans le tournoi. Et globalement, il nous dit 80% de victoires entre 2 Coupes du Monde. En gros, ça n'a jamais été réalisé dans le rugby français, c'est un record, on peut s'en satisfaire. Revenu dessus au niveau de la consistance, notamment? Le début de la question, je suis désolé. Ah, donc non, mais est-ce que je veux dire, au niveau de la performance des joueurs, on a vu début de match compliqué, fin de match aussi. Qu'est-ce qu'il a pensé? Manque de régularité ou là aussi il a un peu retenu les 5 points? Non, lui, il retient beaucoup les 5 points. Surtout, il dit effectivement, il y a eu des errances, notamment défensives. On prend un peu trop de points, mais lui, il dit voilà, on peut pas parler de lacunes quand on passe 40 points à une équipe galloise qui, selon lui, était venue en mission commando. C'est le mot qu'il a employé au Stade de France, c'est-à-dire que c'est une équipe certes vieillissante. Voilà, lui dit qu'elle a peut-être raté un petit peu le plan de succession, qui a raté son tournoi. Mais il dit voilà, quand on a vu la composition d'équipe en face avec beaucoup de mecs qui avaient remporté 5 tournois, avec un entraîneur qui a son 3e mandat. En gros, c'est une équipe qui sait gagner, qui était venue faire un commando au Stade de France. Ça s'est vu dans les premières minutes d'ailleurs. Lui, il préfère retenir évidemment la victoire. Ce qu'il nous dit notamment sur le plan offensif, lui, il a aimé... on l'a lancé quand même sur la question. Il a aimé cette variété dans le jeu avec notamment Thomas Ramos qui est venu plusieurs fois se proposer en position numéro 10 et il dit on a retrouvé une vraie combinaison toulousaine entre nos 3 meneurs de jeu, entre Dupont, Ramos et Ntamak. Ça a offert plus de... Le fait que Thomas Ramos vienne en premier attaquant, ça a offert plus de liberté derrière à Romain Ntamak. Voilà. Après, il n'a pas voulu aller beaucoup plus loin. À la rigueur, c'est Antoine Dupont qui nous a dit un truc intéressant, qui nous dit en gros que ce match reflète un peu le tournoi des Français dans sa globalité, c'est-à-dire que il dit assez souvent on arrive à prendre le score et à prendre le large, mais souvent on se fait un peu remonter. Ça prouve qu'on manque un petit peu de consistance sur l'ensemble d'un match. Après, il finit avec le sourire en disant tant qu'on arrive à marquer plus de points que l'adversaire, ça ira. Est-ce qu'ils sont conscients que c'est fini maintenant là, Oui, vas-y. Je t'entendais pas au départ. Maintenant, c'est fini et que le prochain événement, c'est la Coupe du Monde. Ils en ont parlé? Alors c'est surtout Fabien Galtier qui nous a dit effectivement le prochain rendez-vous c'est la préparation de la Coupe du Monde et surtout le prochain match officiel de l'équipe de France, ça sera ici même, France-Nouvelle-Zélande, ouverture de la Coupe du Monde. Donc effectivement, alors on sentait que là ils voulaient quand même profiter un petit peu de leur dernière soirée ensemble. Ils ont parlé aussi de la dernière matinée demain matin ensemble. Clairement demain midi le 15 de France bascule définitivement dans sa préparation Coupe du Monde. Et j'allais dire, ce qui va un petit peu, alors je sais pas si on peut dire polluer l'esprit, mais en tout cas encombrer les esprits, ça va être la fameuse liste de joueurs retenus pour qu'à l'arrivée il n'y ait plus que 33 noms pour participer à cette grande aventure. Certains mecs ont marqué des points sur ce tournoi, je suppose que vous en avez déjà largement parlé dans cette émission. D'autres qui en ont forcément un peu perdu, notamment certains absents. Mais même nous, je sais pas vous, sur l'émission, mais on sent que maintenant on bascule dans cette énorme aventure, surtout une Coupe du Monde sur laquelle on fait partie des favoris, ce qui n'est peut-être jamais arrivé jusque-là.
Ouais. Yanis, justement, on parle beaucoup là, bilan de tournoi et après tournoi. Là, le match contre le Pays de Galles, est-ce que t'as pas l'impression que par rapport à celui de l'Angleterre où c'était immense, dans 2 ans, on s'en souvient plus quoi? Bah oui, forcément, je suis un peu d'accord avec toi, mais en même temps, c'est le contexte qui valait ça aussi. On n'a pas notre destin entre nos mains déjà, donc c'est pas le match au crucifix final qui allait nous offrir le tournoi ou pas. À part si on avait perdu évidemment. Aujourd'hui, le Pays de Galles, aussi revanchard soit-il, n'a certainement pas les qualités pour venir battre la France sur son terrain. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, surtout après avoir vécu Touquena. Mais après, faut pas bouder notre plaisir de voir ce qu'on a vu il y a une semaine, un match dont je le disais à l'émission ici, on se rappellera encore dans 50 ans. Il n'empêche, les Français, même si ce dernier essai à la toute fin fait un peu tâche, parce que l'objectif aussi c'était gagner de 20 points, et on allait le faire et on prend cet essai. C'est dommage qu'il pouvait quand même nous donner une chance supplémentaire de remporter le tournoi, mais le boulot quand même il a été fait d'assurer une victoire bonifiée, la 4e dans ce tournoi, hein. Quand même, hein, 4 victoires bonifiées. Et bon, désolé, je vais reparler du bilan du tournoi, mais à titre personnel, je suis persuadé que la défaite en Irlande était quelque part indispensable et qu'elle fera du bien à l'ensemble de ce groupe. Parce que tu vois, si on prend le score actuellement, là, il me suffit d'une pénalité de l'Angleterre pour nous faire regretter à jamais cet essai à la dernière minute. Hein. Ils le vivent comment? Bah, ils allaient pas forcément sur ce point-là, pas maintenant. Je pense que ce sera plus facile de leur en faire parler une fois le match Irlande-Angleterre terminé. Après, Nico, tu sais aussi comme moi, quand on est sur le terrain, on calcule peut-être pas de la même manière. Et je reste persuadé que le plaquage peut-être de Damien Penaud, si c'est pas à la 80e minute, si c'est pas dans un match qui est déjà gagné, si on mène juste de 3 points, il est peut-être plus incisif qu'il ne l'a été sur le coup. C'est difficile aussi de leur en vouloir sur un match qui est déjà plié, sur un tournoi qui est quasiment terminé. Après, je suis d'accord avec toi, hein, à la rigueur, nous, devant nos postes de télé, il vaudrait mieux que l'Irlande gagne largement contre l'Angleterre, hein, parce que sinon, on risque d'avoir effectivement quelques regrets. Je te rassure pas, c'est pas le cas pour l'instant. Hein. Est-ce qu'il y a une question qui a été posée à Fabien Galtier sur son coaching tardif, mis à part en première ligne? Non, je t'avoue que la question n'a pas été posée. Pourtant, c'est quelque chose, nous, qui nous a marqué, effectivement. Aujourd'hui, après, j'ai envie de te dire, c'est pas la première fois déjà qu'il y a des mecs qui ne rentrent pas. Aujourd'hui, Melvin Jaminet n'est pas entré en jeu. Maxime Loupou est arrivé très tardivement. Moefana et Makalou aussi. J'ai envie de te dire aussi, on connaît Fabien Galtier, il n'est pas ici pour faire des cadeaux. Hein. Lui, il est dans un coaching ultra rigoureux, j'allais dire pragmatique. Il veut faire jouer ses joueurs premium au maximum, ce qu'il appelle ses joueurs premium. Fabien Galtier est un petit peu revenu, au contraire, sur l'expérience collective, en nous redisant qu'il aurait aimé caper un petit peu plus ses joueurs pendant son mandat. À la base, il aurait aimé avoir une dizaine de sélections de plus, qui s'est aussi confronté à la réalité du rugby français et international, à savoir les calendriers, la préservation de la santé des joueurs, même si effectivement, je sais pas si tu veux en venir là, Nicolas, mais on peut se dire heureusement qu'un de nos joueurs premium ne s'est pas blessé dans les 10 dernières minutes, mais je crois aussi qu'il y avait cette volonté d'aller chercher ces 20 points d'avance dans les 10 dernières minutes, ce qui s'est passé hein, avec l'essai de Damien Penaud. C'est dommage d'avoir cette fausse note derrière. Quoi. Donc on espère au final qu'on ne regrettera pas trop ce plaquage. Quitte à pas gagner le tournoi, vaut mieux que les Irlandais gagnent le match au moins. Voilà, mais ne perdent pas de 3 ou 4 points, parce que les Anglais, je suppose que tu as suivi Jérém, mais qui sont à 14 depuis la 45e minute et le carton rouge de Stewart. Donc, alors j'avais suivi, je le savais, mais ne vous inquiétez pas, Fabien Galtier nous l'a rappelé assez rapidement. Dès sa deuxième phrase de la conférence de presse, il nous a rappelé le score qu'il y avait en Irlande et le carton rouge pour l'Angleterre quand même. Ok, bon, mais oui. Parce que oui, vous avez dû le dire à l'émission, mais en fait, les Français regardaient donc le match ensemble. Vous avez dû le dire, je vous avais prévenu un petit peu par texto. Ouais. Donc, on a patienté une bonne vingtaine de minutes après avoir entendu rapidement les Gallois, mais on a patienté une bonne vingtaine de minutes parce qu'ils voulaient en fait attendre la mi-temps pour venir nous voir, que ce soit le sélectionneur ou le capitaine. C'est assez compréhensible aussi. Oui, ça se comprend. Mais écoute, Jérém, nous, on va te libérer aussi. Toi, on va te laisser aller travailler parce qu'on sait que, comme à chaque fois, tu as beaucoup de boulot pour sortir dans le journal. La fin de match de Angleterre-Écosse. Et pour regarder aussi avec un œil précis la fin du match entre l'Irlande et l'Angleterre. Je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder parce qu'on va avoir des regrets.
Ah, bon. Faut couper, ok. la télé, là, couper tout Non, ça. mais voilà. Il y a combien le score là tout de suite? 10-9. Informez-moi quand même. 10-9. 19. Ouais. Voilà. Donc c'est D'accord. possible que Thomas Ramos et Damien Penaud se tapent sur les épaules au moment de dormir. Et 10-9 avec une pénalité à suivre pour l'Angleterre face au Perche. Voilà. Bon, mais écoute, Jerry, on va te libérer. On espère ne pas avoir de regrets. Soit Ouais. l'exploit des Anglais, qui serait exceptionnel, soit, écoutez, une victoire irlandaise, au moins, ça ne nous ferait pas regretter ce dernier essai pris par les Français. Merci, Jérém, encore une fois, d'être passé. Merci Et, à vous. bon retour et surtout, travaille bien. Surtout. Ça marche. Ciao les gars. Merci. Salut, Jérém. Ciao. C'est quand même ouf. Et puis là, on se dit. Après, il y a un petit côté. Nous, on a fait le grand chelem, mais pas l'Irlande quand même. Si l'Irlande gagne Ouais, pas. il y a un petit côté pour l'instant, ils font le grand Je me chelem. suis trompé, c'était pas une pénalité, c'était une touche qu'ils avaient joué. Ah, Oh, bon. bon. Ah, Nico. là. Nico, c'est ça la désinformation? Parce que- C'est ça les fake news? Putain, les Je journalistes. vois ça donner, je suis inquiet, je me dis vraiment Oui, tu que... peux. Tu peux. Tu le sens arriver en fait. Ouais, Non je mais le sens arriver. là aussi j'ai une autre question un peu bilan sur le tournoi avant de clôturer cette émission mais Ah, ça se bagarre en tout cas. oh là, Comme c'est quoi les vrai. Irlandais ils sont pas sereins. Là mais je veux dire j'ai ma réponse mais ce qu'on retiendra principalement de ce tournoi 2023 quoi qu'il arrive c'est la victoire à Twickenham. Il n'y a même pas de il y a oui, absolument pas de débat. Là, c'est une victoire. Parce que tu vois c'est presque une victoire qui vaut un grand chelem quoi. ça c'est ce que dit certains. Ouais. Ouais. Bah, bien sûr, une victoire en Angleterre. La plus large défaite de l'Angleterre du quand même. On s'en souvient toute sa vie quoi. Et t'es d'accord pour dire que la défaite en Irlande elle était peut-être ça a peut-être un mal pour un bien à la longue, ou ça l'est déjà peut-être, hein, ça a peut-être mis un petit coup de pied dans la fourmilière qu'il fallait, ou pour changer la stratégie, pour peut-être libérer un peu plus Thomas Ramos, ne pas lui dire gagne du terrain alors que c'est pas son style de jeu. Je sais pas, tu penses à jouer quand même? J'ai du mal à me concentrer, il y a une énorme bagarre. non, effectivement, la victoire. Je pense un peu comme Jérémy, si on avait fait 2 grands chelems d'affilée, on serait arrivé à la Coupe du Monde avec franchement une cible dans le dos. Je pense que les Néo-Zélandais, ils auraient voulu nous en mettre 40 d'entrée. On aurait fait tellement peur à tout le monde que ça aurait été difficile. C'était une Coupe du Monde en France pour avoir vécu celle de 2007, c'est déjà très difficile à assumer pour l'équipe qui reçoit. Oui. Même on a vu les Néo-Zélandais en 2011, ils ont eu un parcours facile, mais à la finale, ils n'ont pas été à leur niveau. Et les Anglais en 2015. Oui, voilà, c'est tellement un événement qui vous pèse, qui vous prend. On va pas revenir sur le premier match de 2007 où on s'écroule face à l'Argentine. Donc là, si on arrivait avec deux victoires dans le Grand Chelem, alors il y a les updates de oui, on sera arrivé avec une confiance absolue. Mais je pense que la victoire en Angleterre, justement, contrebalance cette défaite en Irlande. L'Irlande, c'est la meilleure nation mondiale. On leur laisse finalement peut-être ce fauteuil qui est difficile à assumer avec un tel événement quoi. L'Irlande ils seront premiers mondiaux mais ils n'ont jamais passé un quart de finale de Coupe du Monde et on sait que ça va jouer Oui, ça va jouer la Nouvelle-Zélande ou la France déjà en quart de finale. déjà. Donc voilà, ils seront de nouveau face à leurs démons en quart de finale, ces Irlandais avec ce statut de numéro 1 à assumer. Nous, on ne peut pas se cacher non plus, mais au moins cette défaite face à l'Irlande, elle peut nous permettre, effectivement, là on se perdait, de vouloir peut-être jouer plus, moins. Il y avait des questions, est-ce qu'on peut mieux jouer? Non, on joue bien quand on gagne et qu'on passe 53 points aux Anglais. Ouais, ok. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec Nico, ça enlève une pression peut-être d'avoir perdu un match au moins, de se dire on n'est pas invincible. Puis nous, ça nous permet aussi peut-être un peu de se remettre en question. Après. Je suis pas ravi qu'on ait perdu quoi. Non mais normal. Personne n'est ravi de perdre, mais aujourd'hui, il faut savoir tirer le bénéfice de la situation. Il y a eu une défaite, et il faut l'assumer et en tirer des leçons. En 2007, on avait gagné le tournoi et la Coupe du Monde n'a pas été... Après là, c'est beaucoup de suppositions, on ne sait pas trop véritablement ce qui serait passé. Nous, parce qu'on a vu que c'est une génération quand même, cette équipe de France, qui assume beaucoup la pression. Donc ça se trouve, la pression, eux, ça leur aurait juste donné de la force. Peut-être que ça aurait été juste un bien pour eux. On espère que malgré la défaite en Irlande, la pression donnera de la force. Ouais, il faut quand même s'imaginer, moi pour avoir vécu 2007 de l'intérieur, à Marcoussis, on passe de, je sais pas, 30... À l'époque, il y avait peut-être 20-25 journalistes normalement qui suivaient l'équipe de France. On est passé à 100 dans une salle de presse du jour au lendemain. Et c'est du 100 avec la presse féminine qui vient demander aux joueurs ce qu'ils mettent dans leur thé, quoi. Je veux dire, donc c'est quand même tout un environnement qu'on découvre et qui n'est plus du tout le même
Oui. qui est plus du tout surtout, de leur habitude quotidienne. On a envie de dire qu'en plus, ils auront un statut différent dans celle-là plutôt en 2007, donc peut-être qu'il y aura encore plus de monde et encore plus de pression. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à 2007, il y a beaucoup plus de médias, de réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui découvrent le rugby là. Non, mais au-delà de jours, ça, les joueurs, ils ont beaucoup plus de demandes extérieures, j'ai l'impression, aujourd'hui qu'en 2007. Ah oui. Bien sûr. Quand tu vois aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, alors c'est incomparable, mais aujourd'hui, ce qui est Antoine Dupont, il fait la une de je ne sais combien de magazines, et il fait voilà, des placements produits pour tout. Ben forcément, il a changé de dimension et lors de la Coupe du Monde, on imagine que ce sera. Tout le monde le connaît surtout. Beaucoup, Tout le monde le connaît. Non, parce que effectivement, on pourrait se dire, oui, c'est une génération qui réagit bien à la pression, c'est vrai. Mais quand ça reste dans leur contexte rugby, là, ça va dépasser toutes les frontières. Le rugby va être au centre de la France au mois de septembre, et c'est quelque chose que personne ne connaît chez eux, quoi. Fabien Galtier, je connais. Ok, bon, on espère en tout cas qu'ils tiendront la pression et qu'il n'y en aura pas tellement sur les épreuves, mais il y en aura forcément un peu. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement la pression qu'ils auront d'avoir gagné contre l'Irlande ou d'avoir perdu contre l'Irlande? Est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? T'imagines là? Deux grands chèmes d'affilée, je sais pas qui l'a fait la dernière fois, mais c'est rarissime. Mais c'est surtout que si tu avais gagné en Irlande, tu aurais le record de nombre de victoires consécutives. Là, à l'heure actuelle, tu l'aurais égalé. Le nombre de 18 victoires consécutives. Là, les 4 matchs, tu aurais sûrement gagné le premier, tu aurais battu le record. Tu seras à la Coupe du Monde où j'ai pas perdu depuis 2 ans, regardez-moi, on va rouler sur tout le monde. Forcément, ça change beaucoup de choses. Faire toujours gagner, mais au moins, ça, comme tu l'as dit, ça permet de relativiser, de se dire qu'on peut être battu, qu'il y a des nations qui vont être à la lutte avec nous. On n'arrive pas avec un statut d'hyper favori, et on n'arrive pas avec le statut, en fait, si on se trouve pas, il faut qu'on se trouve pour perdre. Il y a des équipes qui sont capables de nous battre en étant bonnes. Et donc il faudra être super bon. Voilà. Avec notamment le premier match contre le Black, qui sera pas mal quand même. C'est pas mal pour se mettre en jambe dans une Coupe du Monde. Tu reçois dans ton stade, le Stade de France. Et notamment aussi, c'était la 100e du 15 de France aujourd'hui, sur la pelouse du Stade de France. Vous l'avez pas celle-là? Ah bon? Non. Ah ouais, vous l'aviez pas. Mais on te l'a soufflé dans l'oreillette là. Non, on me l'a pas soufflé. On me l'a pas soufflé. Je l'avais en tête, ça m'est revenu là, donc je le dis. Mais voilà, c'était la 100e, finalement, couronnée par une victoire bonifiée face aux Gallois. 41-28, je le rappelle. Messieurs, c'est le moment de clôturer cette émission et cette série des 3e mi-temps du tournoi aussi, 2023. Ah, c'est si triste. On la termine pas avec le sourire. Alors on espère, il reste 20 minutes en Irlande. Peut-être qu'on aura le sourire dans une vingtaine de minutes. Malheureusement. Pardon? Les Irlandais sont à 5 mètres de la ligne. Bon, mais c'est pas pour ça qu'il y a essayé, attention. Mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais placer un petit mot. Tout à l'heure, j'ai vu une mêlée. Ellis Genge a défoncé Furlong. Tout à l'heure, j'ai mal d'Ellis Genge. Voilà. Non, mais oui, et c'est des Irlandais. Bon, mais voilà, c'est pour clôturer cette émission. Au moins, on disait à Jérémy, il n'y aura pas beaucoup de regrets finalement. Voilà, on n'aura pas de regrets. Donc voilà, possiblement 17-9 pour les Irlandais. Merci messieurs pour cette émission. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Baptiste encore une fois en régie. On se retrouve bien évidemment sur Rugbyrama, Midi Olympique pour l'actualité rugby et du 15 de France jusqu'à demain. Là, bon, le tournoi se clôture dans une vingtaine de minutes avec possiblement le grand pour parler. Oui, et demain aussi match. de Démo les débats que vous retrouvez sur Rugbyrama en compagnie de Nicolas et de moi-même, encore une fois. Donc voilà, Démo les débats. Je suis pas invité moi. Non mais il est pas invité. Ellis fait la 3e mi-temps, mais Démo les débats. Il est pas invité à la soirée. Non mais voilà, merci à tous et ciao. On se retrouve dans quelques jours sur la chaîne Twitch Midi Olympique. Ciao. Ciao.